Bonjour à tous, bonjour à tout le monde. Ça y est, 14 heures. On va commencer ce live pour parler de l'actualité politique ivoirienne. On va parler de la crise politique ivoirienne, la crise au niveau des partis politiques, la crise au niveau des institutions, oui, parce qu'il y a une crise aussi au niveau des institutions de notre pays, la Côte d'Ivoire. On va aborder tous ces sujets ensemble. Je vois mon frère Sidia Touré qui est déjà connecté, ma soeur Brigitte Bidi, je t'embrasse très fort, et Yako à toi pour le décès de ta soeur, ton frère, pardon. Bonjour à tous, bonjour à tout le monde. Le temps que tout le monde puisse se connecter rapidement, on va écouter une chanteuse ivoirienne, Candice. On va écouter une belle chanson de Candice que j'aime aussi, qui est une très très belle chanson, une belle mélodie. Merci à mon frère Condé qui vient de se connecter, soit salué fraternellement. Salut à tous, salut à tout le monde. Merci d'être là en ce 14h, samedi 14h. Je sais que tout le monde a ses activités c'est les vacances, donc les parents sont occupés par les enfants, les vacances, ceux qui sont en vacances avec leur famille, mais vous êtes toujours là avec moi à partager mon analyse, mes analyses, vos analyses, à partager ces moments ce samedi ensemble, samedi après-midi. Bonjour à tous, merci d'être là. Mon Monsieur Diarasuba, bonjour à vous, merci d'être là, merci aussi à vous, merci à tous. Donc le temps que tout le monde puisse se connecter, on va aborder l'actualité politique ivoirienne. Comme je vous l'ai dit, elle est chaude, elle est brûlante. Les partis politiques sont en crise. Les mouvements politiques sont en crise. Il y a une crise institutionnelle. Je le dis, je le répète, on va aborder tous ces sujets sans complaisance. Sans complaisance, on va aborder tous ces sujets. Zeba, bonjour à toi. Merci d'être là. Fofana, bonjour. Merci à tous. Et puis, le temps que vous connectez et qu'on puisse être un peu ensemble, de partager ce moment ensemble. C'est un moment agréable, hein, au-delà de mécontentements. Et merci à tous ceux qui n'apprécient pas, mais qui sont toujours là. Les premiers à être connectés, ils n'apprécient pas, ils sont les premiers à être connectés et ils sont les derniers à se déconnecter. Donc, merci aussi à vous. Ça fait plaisir de vous lire, de lire vos mécontentements et de lire aussi, par moments, d'autres n'ont pas suffisamment d'arguments, mais je lis tous les messages et ça fait plaisir, ça fait partie de l'échange. L'échange citoyen. Voilà, on n'est pas d'accord, on en parle. On n'est pas d'accord, on en parle. Donc, le temps que tout le monde puisse se connecter, laissez-moi un petit instant. On va partir en musique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On part rapidement en musique. J'essaie de republier tout ceci aussi, essayer de publier ça aussi, d'inviter tous ceux qui souhaiteraient partager ces moments avec nous, de les inviter, d'être là, venez, et puis on écoute ensemble, on partage ces bons moments ensemble. Ça fait partie du débat républicain, du débat démocratique, c'est d'être capable de s'écouter même si on n'est pas d'accord et d'échanger même si on n'est pas d'accord. C'est le plus important. Même quand on n'est pas d'accord avec l'autre, on apprend quand même de lui. C'est important. Bonjour à tous. À mon frère Zasso, bonjour à toi. Merci, c'est très gentil. Ça fait rare les compliments, merci. Piam, pio, pio. Ça, c'est très joli. Bonjour, merci d'être là. Merci à tous, merci d'être là. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et puis, je dis un instant. On va partir en musique. On écoute un peu Candice et je reviens vers vous. Au secours! Candice dit aussi. Au secours de quoi la classe politique ivoirienne? Au secours de quoi? Au secours de quoi cette classe politique ivoirienne? Au secours de quoi? Mes amis, bonjour à vous, bonjour à tout le monde. Je suis très très heureuse d'être avec vous ce matin. Merci à tout le monde, merci à tous, tous ceux qui sont là, tous ceux qui sont connectés. On va parler et je pense même que je vais donner la parole à 2 ou 3 d'entre vous qui souhaiteraient intervenir. Appelez-moi à Messenger. Par Messenger, appelez-moi. Je dirai OK et puis je vous donnerai la parole. 2, 3 personnes d'entre vous, je vous donnerai la parole.
pour parler de cette classe politique ivoirienne, que, à mon sens, la classe politique ivoirienne qui est en crise. Donc, il y a une crise politique dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Il y a une crise réelle qu'on ne peut pas nier. Il faut avoir le courage de dire les choses comme elles sont. Il faut avoir vraiment l'audace d'aborder les sujets pour pouvoir contribuer au débat politique, débat social, pour contribuer de façon intelligente et envoyer les hommes politiques eux-mêmes à participer à ce vrai débat politique, à participer à ce vrai débat social en menant cette classe politique qui est sourde, aveugle, qui ne voit absolument rien, qui ne voit pas l'intérêt commun, qui ne voit pas que la société a besoin d'être écoutée. La classe politique, elle est désespérée, elle est désemparée, elle est perdue. Et cette classe politique ivoirienne aujourd'hui est affaiblie parce qu'il y a une vraie crise politique en Côte d'Ivoire et il faut parler de ces sujets-là. Il faut les aborder. Je vous donnerai la parole de 3 personnes d'entre vous pour ensemble évoquer ces sujets. Ne soyons pas les applaudisseurs publics, soyons les citoyens qui participent à un débat politique, qui apportent des idées, capables de discuter, de dialoguer et de parler aussi à nos autorités, de parler aussi à la classe politique, à l'opposition, d'amener l'opposition à prendre conscience que dans un pays démocratique, dans une république, l'opposition a son rôle à jouer, l'opposition a sa place et que l'opposition devait jouer pleinement son rôle et ne pas abandonner son rôle d'opposant. Avant de commencer, mes amis, on m'a posé plusieurs questions en inbox et je ne suis pas dans la capacité de vous donner tous les éléments de réponse aux questions que vous avez posées, mais effectivement, comme tout le monde, comme tout un chacun, effectivement, nous avons plus ou moins, s'agissant de l'arrestation de M. Johnny Pacheco, donc son nom de réseaux sociaux, M. Johnny Pacheco, de son arrestation, les éléments d'information, il se trouverait, je dis il se trouverait parce que je pèse bien mes mots, je n'ai pas l'information exacte, je ne peux pas me permettre de dire tout et n'importe quoi, je n'ai pas l'information exacte de ce qui se passe du côté de la Ferlande, mais selon quelques informations, il se trouvera que M. Johnny Pacheco serait dans la main de la police ferlandaise. Donc, c'est tout ce que j'ai appris, j'ai entendu, mais je n'ai pas l'information exacte. En même temps, d'ici la semaine prochaine, je suis toujours en attente de plus d'informations comme tout le monde. D'ici la semaine prochaine, on aura beaucoup plus d'éléments et je pense qu'on en parlera avec beaucoup de clarté, beaucoup de franchise et beaucoup de fraternité, de sincérité. Voilà. Donc, je n'ai pas suffisamment d'éléments. Je ne peux pas me prononcer sur l'arrestation de M. Johnny Pacheco. Je ne peux pas me prononcer. J'ai eu beaucoup de messages de votre part. Je n'ignore pas votre message. Je n'ai pas répondu à plusieurs personnes, mais je dis une seule chose. Dans la vie, quand on n'est pas fort, on essaie d'être beaucoup plus intelligent. Quand tu n'es pas fort quand tu n'as pas de force dans la vie, il ne faut pas être bête. Et ça, je l'ai toujours dit dans toutes mes analyses, dans toutes mes vidéos, je l'ai toujours dit. Quand tu n'as pas de force, il faut être au moins intelligent. Ne sois pas bête. Ça, je l'ai toujours dit. Et puis, je pense que c'est un message de bon sens, de réflexion, que chacun, même dans la vie réelle, dans son travail, dans sa profession, dans sa vie familiale, que chacun devrait quand même de temps en temps garder en esprit. Je n'ai pas plus d'éléments d'information que ça. Je ne peux rien vous dire plus que ça. La semaine prochaine, on en parlera avec beaucoup plus de détails et beaucoup plus d'informations. Voilà, s'agissant de notre frère Johnny Pacheco du côté de la Ferlande. La Ferlande est un pays européen. Il y a des droits, il y a des lois. Voilà. S'il y a un souci vis-à-vis de la loi ferlandaise, la Finlande va prendre sa disposition. On n'est pas en France, donc je ne connais pas les réglementations, je ne connais pas les lois finlandaises, donc je ne peux pas me prononcer sur un sujet dont je n'ai pas tous les éléments d'information. Voilà. Mes amis, on va parler, comme je vous l'ai dit, de la classe politique ivoirienne, qui est une classe un peu perdue et qui n'aura pas vraiment des aspirations de tous nos concitoyens. Prenons les choses par leur nom. Je dis bien, la classe politique ivoirienne est en crise. La classe politique ivoirienne est en crise. On prend le FPI. Le FPI, depuis l'arrestation
de M. Laurent Gbagbo, le FPI est en crise, le FPI est fragmenté. On a deux têtes, un côté M. Aboudraman Sangaré, l'autre côté M. Pascal Affinguessan. Donc, c'est une réalité. C'est une réalité. On ne peut pas mentir, on ne peut pas cacher. Serge Kader, je t'embrasse très très fort, fraternellement. Merci d'être là. Merci d'être là. Ibrahim Yaya, Timité, merci d'être là. La classe politique ivoirienne est en crise. Le FPI est en crise. C'est une réalité. Je l'ai dit et je le redis. Avant même l'arrestation de M. Laurent Gbagbo, le FPI était en crise. D'un côté, un FPI avec Mme Simone Gbagbo, de l'autre côté, un FPI avec Mme Nadia Bamba. Donc, le FPI, peut-être que lui-même, c'est son tampon. Son tampon, c'est ça. C'est sa référence. Crise. Venons au RDR. Le RDR est en crise. C'est une réalité. On ne peut pas le nier. Le RDR est en crise. Le RDR est en crise. D'un côté, on a le RDR, qui est le parti qui soutient le chef de l'État parce que c'est la majorité présidentielle. Et puis, on a une frange du RDR qui est avec monsieur Soro Guillaume, qui lui est président de l'institution de l'Assemblée nationale, qui fait partie de la majorité au pouvoir. Donc, il y a une crise politique au sein du RDR. Il y a une crise politique. Prenons le PDCI. Alors, le PDCI, on n'en parle pas. On a le PDCI qui est aussi en crise. On a un PDCI qui fait fusion, donc qui signe des accords avec le RDR pour avoir, je dis même pas, c'est même pas une coalition. Hein, le PDCI qui signe des accords pour faire une alliance, une union de partis, des fusions des deux partis, qui gouverne avec le président en exercice de ses fonctions, donc le président Alassane Ouattara, et qui, aujourd'hui, 2 ans avant la fin, 18 mois avant la fin du quinquennat du président de la République, une frange du PDCI qui se met en rébellion et au sein du RHDP. Donc, le parti unifié RHDP est aussi en crise. Prenons LMP. Qui parle encore de LMP? LMP qui était cette fusion aussi des différents partis politiques, donc qui a mené en 2010, donc qui a eu pour candidat Laurent Gbagbo en 2010, LMP le mouvement est mort. Lui, LMP n'existe même pas, c'est éteint, c'est mort. Donc on est dans une crise politique au sein de notre pays. Et cette crise politique, elle nous inquiète en tant que citoyens. Nous sommes inquiets. En tant que citoyens, nous sommes inquiets. Mes amis, en tant que citoyens, nous sommes inquiets. Nous sommes inquiets en tant que citoyens. Parce que nous ne sommes pas ni militants de partis politiques, ni les suiveurs de partis politiques, ni les applaudisseurs de partis politiques. Nous sommes des citoyens, nous sommes des républicains. Nous sommes de la société civile. Et nous assistons à une classe politique qui ne se remet même pas en cause, une classe politique qui ne prend pas conscience qu'elle doit jouer un rôle dans la société, dans la République. Une classe politique qui pense qu'à ses intérêts personnels, où chacun fait ses calculs pour ses intérêts personnels. Mais qui pense à nous les citoyens? Nous les citoyens, nous cette majorité citoyenne-là, qui pose nos revendications sur le débat, dans le débat politique, qui pose nos revendications sur la place publique, qui parle des citoyens, qui pose la revendication des pauvres, des élèves, des handicapés, des femmes violées, des femmes battues, des enfants violés, des enfants décapités, parce que en Côte d'Ivoire, on égorge les enfants pour devenir riches. Les gens oublient même que les diplômes, c'est-à-dire ils vont à l'école, ils sont diplômés, ils sont des grandes écoles et ils n'ont pas confiance en eux. Ils pensent que c'est par le fétichisme qu'ils vont réussir. Ils oublient que c'est par leurs compétences qu'ils vont réussir. Ils sont dans le fétichisme. Donc il y a un fétichisme populaire qui a explosé en Côte d'Ivoire où chacun, à chaque coin de rue, utilise les enfants comme du bétail pour faire des sacrifices par-ci et là. Donc, il y a un problème. Qui parle de ça? Parce qu'on a l'opposition qui est fragilisée, l'opposition qui est incapable de se faire entendre, qui est incapable d'exister, qui est incapable d'être forte, qui est incapable de porter l'aspiration de la société dans le débat politique. L'opposition est fragilisée. En même temps que l'opposition est fragilisée, est fragmentée, on a au sein du gouvernement, du pouvoir, on a
l'ex-rebelle qui fait de la rébellion au sein du gouvernement, pourtant lui-même, il est président en exercice au sein de l'Assemblée nationale, il est président, mais il fait de la rébellion. Donc, on est dans une cacophonie où, si on ne prend pas garde en tant que citoyen, si nous, en tant que majorité silencieuse, si on ne hausse pas le ton, si on ne ose pas, si on n'alerte pas, si on ne crie pas au secours, on va arriver à une crise sociale et ça peut s'étendre sur une guerre. Et les gens, pour l'instant, ils pensent que on peut essayer de toujours tripatouiller, coudre va-et-vient pour faire du nzassa, les morceaux, raccommoder les morceaux. Non, il faut poser les problèmes, ce qui ne va pas dans la société. Il faut poser ces problèmes pour que chacun prenne ses responsabilités et chacun assume pleinement ses responsabilités. Mes amis, je vais vous lire un test. Je vais vous lire un test. Il y a un test, je vais vous lire, que je trouve très intéressant, que je voulais partager avec vous. Pour ceux qui souhaiteraient appeler, je vais prendre deux ou trois personnes, et puis on va rapidement continuer notre conversation. Donc, j'ouvre deux ou trois personnes pour qu'on puisse, je donne la parole à deux ou trois personnes, et puis on va rapidement aborder nos sujets. Je vais vous lire un test que je trouve la prise de conscience. La prise de conscience, première solution dans une république, dans une société. La prise de conscience. La première solution commence par la prise de conscience. Personne ne peut échapper à cette première étape s'il veut véritablement s'en sortir. Or, comme le dit Satfrem, il faut que l'individu soit face à des choses insoutenables pour commencer à entrevoir une nouvelle façon de penser. Pour qu'il admette évoluer et envisager sa vie dorénavant sous les yeux de la conscience. Cette étape incontournable est celle du point de non-retour. Il faut que chacun atteigne son propre point de non-retour pour commencer à envisager sa vie d'une façon différente. Tant que l'individu est en prise avec l'illusion du système, ses actes sont nécessairement faussés par sa vision erronée des choses dans sa vie. Il faut nécessairement qu'il accepte de se détacher de l'illusion que représentent les choses pour avoir suffisamment de recul pour accepter de se remettre en question. Or, cette étape est insoutenable. Se remettre en question est insoutenable pour la majorité de la population qui irait jusqu'à se battre pour protéger ce semblant d'illusion qui fait de malheureusement les esclaves consentants et perpétuels du système. Mes amis, voilà la prise de conscience. La prise de conscience. Je ne fais pas de morale, mais voilà la prise de conscience. La prise de conscience, se remettre en cause soi-même, c'est insoutenable. Est-ce que chacun est prêt aujourd'hui à se remettre en cause? Est-ce que vous souhaiterez rester les esclaves de ce système, c'est-à-dire les citoyens qui applaudissent tout le temps, en tout lieu, à tout moment, sans même poser une moindre question, sans même poser la question à nos dirigeants politiques? Savez-vous, la classe politique africaine en général et la classe politique, particulièrement la classe politique ivoirienne, n'aime pas les citoyens dégourdis. La classe politique africaine, particulièrement la classe politique ivoirienne, n'aime pas les citoyens dégourdis. Ils n'aiment pas les citoyens
qui réfléchissent, qui posent des questions, qui ont envie de construire. Cette classe politique que nous voyons aujourd'hui n'aime pas les citoyens intelligents. Ils préfèrent des serviteurs. Ils préfèrent des serviteurs qui applaudissent en tout lieu, en tout temps, et qui ne posent jamais de questions, mais qui sont dans l'illusion du système, qui pensent que si je continue d'applaudir les personnages politiques, si je fais de l'idolâtrie autour des personnages politiques, j'existe en tant que politique ou en tant que militant ou en tant que citoyen, ça fait de moi quelqu'un d'important dans la société. Non, tu seras important dans la société quand tu te remettras en cause. Tu seras important quand tu auras cette prise de conscience que toi, en tant que citoyen, tu as des questions à poser, tu as des idées à apporter à la construction, à la reconstruction de ton pays. Quand on sort des 10 années de guerre, tu ne dois plus être ce militant qui applaudit, tu dois être ce citoyen qui apporte ses idées à la reconstruction de son pays. C'est ça, la prise de conscience. Après 10 années de guerre, 10 années de crise, après tout ce que nous avons vécu en Côte d'Ivoire, nous devons être des citoyens dégourdis, des citoyens qui posent des questions, des citoyens qui réfléchissent, qui raisonnent, qui veulent construire des projets de société pour le développement de la Côte d'Ivoire, pour la sérénité de la Côte d'Ivoire, pour l'économie de la Côte d'Ivoire, pour les hommes et pour les femmes. Nous ne devons pas continuer à applaudir des personnages politiques. Qu'est-ce que ça a apporté à la société? Qu'est-ce que ça apporte au bien-être de nos concitoyens? Mes amis, pour qu'on puisse continuer, comme je viens de vous le dire, je prends 2 ou 3 personnes rapidement et puis on continue notre analyse. Ceux qui veulent appeler, appelez-moi à Messenger, allez-y. Naounou Gouza, vous tapez Naounou Gouza et vous m'appelez. Je vous prends tout de suite et on continue la conversation. Pour ceux qui souhaiteraient appeler maintenant, vous m'appelez, je vous prends, on continue. Sinon, je continue l'analyse et on continue notre conversation. Ceux qui souhaiteraient appeler, appelez maintenant. Je suis disponible. Appelez. Donc, pour ceux qui souhaiteraient appeler, je suis en train de vous lire. Dites-moi, je lance l'appel, je vous appelle. Pour ceux qui souhaiteraient appeler, je vous appelle. Voilà. Je vous appelle ou je continue. Merci Aboulaye Keïta. Merci à toi. Pour ceux qui souhaiteraient appeler, je vous prends rapidement. Dites-moi, je vous appelle. Et puis, où je continue la conversation. Mes amis, je vais vous lire. J'attends ceux qui veut appeler. Qui a envie d'appeler? Qui a envie d'appeler? Je suis prête à vous prendre. Je continue. Je continue. Donc, pour vous dire aujourd'hui qu'on est face à cette classe politique qui est un peu désemparée, qui est perdue, qui est paumée. On ne sait pas où on va. On ne sait pas ce qui va arriver. Tout le monde est inquiet. Les concitoyens sont inquiets. Les Ivoiriens sont inquiets. Les gens qui ont vécu 10 années de crise, nous on était hors du pays. Ceux qui ont vécu la guerre, ceux qui ont vu les bombes tomber sur la Côte d'Ivoire, ceux qui ont été effrayés. Aujourd'hui, vous allez en Côte d'Ivoire, vous avez des gens qui, dès qu'on fait un petit bruit, ils sont effrayés. Il y a un traumatisme dans la société ivoirienne qu'on ne peut pas nier. Il y a un vrai traumatisme. Les gens sont traumatisés et ils n'ont plus envie de vivre ce traumatisme qui hante leur vie depuis 10 ans. Bientôt 10 ans qui hante leur vie. Ce qu'ils ont vécu en 2010, ils n'ont plus envie de vivre ça en 2020. Et nous assistons en tant que citoyens, nous assistons comme ça, impuissamment à cette classe politique qui n'a rien compris des 10 années de crise. Cette classe politique n'a rien retenu des 10 années de crise. Elle n'a rien compris des 10 années de crise. Ils sont tous responsables de ce que nous vivons. Il n'y a pas un pour laisser l'autre. Ils sont tous responsables. Chacun a une part de responsabilité dans ce que les citoyens ont vécu et dans ce que nos parents ont vécu en Côte d'Ivoire. Parce qu'il n'y a pas un pour lever le pied. Chacun dit moi, chacun dit moi, chacun dit moi. On est resté dans moi. On a vu le pire. 8 ans après, cette classe politique ne tire pas des leçons du passé. Cette classe politique ne tire pas des leçons du passé. Ils sont assis comme si c'était nous les citoyens qui sommes responsables de ce qui est arrivé dans notre pays. Monde premier, merci. Comme si c'était nous les citoyens
qui sommes responsables des crises en Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est vous les citoyens les responsables des crises en Côte d'Ivoire? Est-ce que c'est nous les citoyens les responsables des crises qui ont secoué notre pays? Mais c'est eux les responsables. Mais eux les responsables qui ne se mettent pas en cause. Donc, les mêmes erreurs du passé sont en train de revenir et personne pour interpeller eux. Il n'y a personne pour s'exprimer. Il n'y a personne pour prendre la parole. Chacun ne parle pas. On fait des calculs. On se dit, bon, de toute façon, si ça peut m'arranger, moi, c'est pas grave. J'aimerais bien même qu'il y ait des crises. L'autre, chacun est en train de prier. Comment des gens vont dans les églises et puis ils prient? Ils prient pour qu'il y ait la guerre en Côte d'Ivoire. D'autres prient pour qu'il y ait des révolutions en Côte d'Ivoire. D'autres prient pour que l'autre meure. Bon. C'est quel Dieu vous priez? C'est quel Dieu vous priez? Nous avons vécu le pire dans ce pays. Les familles sont fragilisées. Sachant très bien qu'au sein des familles, vous avez une diversité culturelle. Dans une même famille, là, vous allez trouver Bété, vous allez trouver Guéré, vous allez trouver Djoula, vous allez trouver Baoulé, vous allez trouver Dida, vous allez trouver Adjoukrou, vous allez trouver Ebrié dans une même famille ivoirienne. Et chacun est là dans son coin en train de colporter son truc ethnique, tribal dans son coin. Mais dans ta famille là-haut, il y a Burkinabé, il y a Guinéen, il y a Malien, il y a Guéré, il y a Bété. Tu es assis, tu pries que Malien meurt. Tu es assis, tu pries que Burkinabé meurt. Tu es assis, tu pries que Guéré meurt. Toi, tu es assis, tu pries que Baoulé meurt. Toi, tu es assis, tu pries que Djoula meurt. Mais tu pries dans ta même famille là, tous les gens là. Donc, on a, c'est-à-dire, parce qu'on a une classe politique nulle en Côte d'Ivoire, qui ne tire pas les leçons du passé, qui ne réfléchit même pas à la société. La classe politique ne pense pas au commun. C'est quelle classe politique ça? Et d'autres se disent des générations, d'autres se disent ils veulent être président. C'est quelle classe politique ça? Vous ne pensez même pas au commun. Vous ne pensez pas au commun. Vous ne pensez pas à la majorité. Vous ne pensez pas à nous. Vous ne pensez pas à la génération de demain. Vous ne pensez pas aux enfants de demain. Vous ne pensez pas à la Côte d'Ivoire de demain. Vous pensez à vos intérêts personnels. Voilà la classe politique ivoirienne. La plus nulle de l'Afrique de l'Ouest. La classe politique ivoirienne est la plus nulle de l'Afrique de l'Ouest. Cette classe fait honte. Elle fait honte. C'est-à-dire, vous avez une opposition qui est incapable de s'unir autour d'un projet. Chacun fait pour lui dans son coin. Quand l'autre a pour Gayo, l'autre se trouve à Trècheville. Quand l'autre a Makori, l'autre a Nyango. Vous défendez qui? Vous défendez qui? Vous défendez qui? Moi, je souhaiterais que les militants posent un peu des questions à leurs responsables politiques. Vous défendez qui? Une opposition, on défend le peuple. Une opposition, on défend des citoyens. Une opposition, on défend la population. Mais chacun est dans son coin là. Vous défendez qui? Ce n'est pas le jour de l'opposition. L'opposition, ce sera spécial la semaine prochaine. Et je vais m'adresser à l'opposition de Côte d'Ivoire. Mes amis, je vous ai dit tout à l'heure, on ne va pas se mentir. Soyons responsables, soyons dégourdis. Soyons audacieux, soyons capables. Il n'y a personne pour parler pour nos parents. C'est nous les citoyens là. C'est nous qui devons parler pour nos parents. C'est nous qui devons parler pour le peuple. Parce que la classe politique a failli sa mission. La classe politique est inexistante en Côte d'Ivoire. Elle n'est pas là. Chacun est dans son coin pour dire oui, quand l'autre va tomber, je vais prendre le pouvoir. Mais si quelqu'un tombe dans ce pays, c'est le peuple qui va prendre le pouvoir et c'est les citoyens qui vont prendre le pouvoir. Ce n'est pas la classe politique qu'on voit là. Non. Ce n'est pas vous. On va vous chasser, vous tous. Ce n'est pas vous. Ce n'est pas vous. Qu'est-ce que vous avez fait dans le passé que vous pouvez faire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous n'avez pas fait dans le passé que vous voulez faire demain? Vous allez nous expliquer ça. Donc, il y a un problème dans notre pays. Avant d'en arriver là, mes amis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une crise politique en Côte d'Ivoire. Il y a une crise politique en Côte d'Ivoire que nous ne devons pas ignorer. Ignorer cette crise politique, ce n'est pas penser à nos familles. Parce que la classe politique ne pense pas à nous. C'est nous-mêmes les citoyens qui devons penser à nos familles. Donc, expliquons pour que les autorités en exercice de leurs fonctions puissent prendre leurs responsabilités dans cette crise politique ivoirienne. On voit les choses
Personne ne parle. Chacun est dans son coin, il fait des calculs. Non, ce qui est sûr, nous, ça nous arrange. Ce qui est sûr, ça va aller. Ma grandesse Chanel K, je t'embrasse. Bisous à toi. Ce qui est sûr, ça va aller. Chacun est dans son coin. On leur a fait des calculs. Ah, lui là, c'est lui qui va déstabiliser l'autre. Donc, s'il déstabilise, nous, on va arriver à sa place. C'est-à-dire qu'ils sont dans ces manigances. On va aller étape par étape. Je parlais de crise politique. Pourquoi crise politique? Pourquoi crise politique en Côte d'Ivoire? Vous avez une majorité qui gouverne, donc le RHDP. Le RHDP qui est une majorité qui gouverne. Le RHDP. Alassane Ouattara était le candidat du RHDP. Je l'ai dit la semaine dernière et je vais le répéter. Et je l'ai dit, il faut que les gens arrêtent l'escroquerie politique avec nous. Nous ne sommes pas les citoyens d'hier. Nous, on sait lire, on va chercher les informations. On va jusqu'à la source et puis on remonte. Donc, on ne peut pas venir nous tromper. Alassane Ouattara était le candidat du RHDP. Donc, il y a la majorité gouvernementale et les RHDP. PDCI, RDR, ils se sont mariés. Ils ont fait majorité gouvernementale. À l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, c'est le RHDP. Donc, le pouvoir parlementaire appartient au RHDP. PDCI, RDR, UDPCI et les mouvements alliés. Le pouvoir au Sénat appartient au RHDP. RDR, PDCI, UDPCI, les petits partis aux côtés. Le pouvoir exécutif, là, il est RHDP. PDCI, RDR. Le président, il est RDR. Le vice-président, il est PDCI. Mais quand on est dans une république, dans un pays, je l'ai toujours répété, je le répète toujours, dans un pays, quand il n'y a pas une opposition forte dans un pays, il n'y a personne pour parler des problèmes politiques et des problèmes sociaux. Parce que l'opposition est fragilisée. C'est pour ça que j'ai toujours alerté l'opposition ivoirienne. Qu'il soit branche Y ou qu'il soit branche Z, j'ai dit, pour l'intérêt de la République, pour l'intérêt politique, pour l'intérêt social, la classe, l'opposition doit s'asseoir sur ses besoins personnels et puis penser au commun politique et social de la République. Mais dans un pays, la Côte d'Ivoire, où est l'opposition? Elle est inexistante. Donc, elle n'est pas capable de peser dans le débat politique. Elle n'est pas capable de revendiquer dans un débat politique. Elle n'est pas capable de revendiquer de façon forte dans un débat public. Elle est fragile. Nous avons une crise au sein du pouvoir à Alassane Ouattara. Il y a une crise politique au sein du pouvoir à Alassane Ouattara. Pourquoi la crise politique? Le président Alassane Ouattara est président de la République. Il fait partie de la majorité. C'est-à-dire, tous les pouvoirs sont concentrés dans la main du RHDP. C'est le RHDP qui a tous les pouvoirs, qui a plein de pouvoirs en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de contre-pouvoir. Il n'y a pas de contre-pouvoir. Tous les pouvoirs sont concentrés dans la main du RHDP. Le pouvoir exécutif, le pouvoir parlementaire, c'est-à-dire parlementaire, Sénat et l'Assemblée nationale, le pouvoir judiciaire. C'est le président qui nomme les préfets. Donc, il a le pouvoir judiciaire. Le procureur est nommé par le président. Il a le pouvoir judiciaire. L'Assemblée nationale appartient au pouvoir RHDP. Donc, il n'y a pas de contre-pouvoir en Côte d'Ivoire. Il y a un plein pouvoir en Côte d'Ivoire. C'est la faute de qui? Est-ce que c'est notre faute? C'est la faute de qui? Est-ce que c'est la faute des citoyens? Est-ce que c'est la faute du RHDP? C'est l'opposition qui n'a pas été capable de comprendre ces enjeux-là et de se reconstruire rapidement, de former une opposition forte au nom de la République, au nom de la politique, au nom de la démocratie, pour être ce contre-pouvoir face à ce plein pouvoir. Donc, malheureusement, l'opposition a failli. Ils ont
ont passé le temps à se bagarrer entre eux pendant 8 ans. Non. Tout le pouvoir revient au RHDP. Très bien. On a le président en exercice ses fonctions, qui va bientôt finir son premier mandat de la 3e République et son 2e mandat de la 2e République. Donc, dans la Constitution ivoirienne, je vous informe, dans la Constitution ivoirienne, là, la 3e République, là, le président a son premier mandat. Voilà. Ils ont signé Constitution, mais ils n'ont pas bien lu. Parce que le président, là, il a son premier mandat. Ça veut dire, Alassane Ouattara peut se représenter encore. C'est la Constitution qui lui permet. La Constitution ivoirienne permet à Alassane Ouattara de se représenter. C'est vous qui avez fait campagne pour faire 3e Constitution. Ça, quand l'heure va arriver, vous allez assumer. Quand vous allez assumer, ce n'est pas l'ordre du jour. Continuons notre conversation. Alors, on a le plein pouvoir. Le RHDP gouverne. Aujourd'hui, on est surpris. Il y a au sein du RHDP un groupuscule d'individus, parce que je dis individus, qui sont frustrés, qui eux souhaiteraient manger plus que les autres. Étant toujours dans l'affaire de pouvoir africain, il y a les gourmands, il y a ceux qui veulent manger beaucoup plus, il y a ceux qui mangent tellement plus, il y a d'autres qui ne mangent pas bien. Donc, on a des frustrés au sein du RHDP qui sortent du lot et qui se constituent en opposition. Donc, qui fragilisent le pouvoir. Parce que il y a des élus, des députés qui fragilisent le pouvoir. Et pourtant, à l'Assemblée nationale, ils sont majoritaires, ils ont la majorité parlementaire. Au Sénat, ils ont la majorité au Sénat. Au Sénat, il n'y a même pas majorité. Le Sénat là appartient. Il n'y a pas un opposant au Sénat. Il n'y a pas un opposant au Sénat. Et ça là, ceux qui se prennent en opposition, qui disent qu'ils sont PDCI les radicaux, les extrémistes du PDCI là, ils ne voient pas qu'au Sénat, il n'y a pas de l'opposition, ils ne se sont jamais plaints de ça. Et je vais en venir. Je vais en venir pour qu'on parle des problèmes de notre pays. L'Assemblée nationale, ils sont majoritaires. Seule opposition qui est là-bas, c'est Pascal Affi descend. Il est le secréton. Il est seul, il fait la décoration. Mais le PDCI qui se plaît aujourd'hui, qui a gouverné pendant 8 ans avec Alassane Ouattara, qui a partagé les richesses du pays pendant 8 ans avec Alassane Ouattara, qui a partagé tous c'est-à-dire les pieds du pays, là, ils ont partagé avec Alassane Ouattara. Là. Ce PDCI qui se plaît aujourd'hui, c'est jamais plaît. Pour dire, mais on est dans un pays, c'est nous seuls on gouverne, on se partage le pouvoir. Ils ne se sont jamais plaints. Ils ne savent pas qu'à l'Assemblée nationale, il doit y avoir une opposition qui doit exister pour parler des problèmes politiques et de parler des débats démocratiques à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat à l'Assemblée nationale. Le PDCI ne s'est jamais plaint. Ce PDCI, en tout cas celui-là, il ne s'est jamais plaint. Ce PDCI-là, ils n'ont jamais fait une manifestation pour demander la libération des jeunes prisonniers à la MACA. On n'a jamais vu le PDCI parler des prisonniers. C'est-à-dire que les problèmes de société, là, eux, ça ne les intéresse pas. Ceux qui se disent qu'ils sont PDCI durs, les radicaux aujourd'hui, là, ils n'ont jamais parlé des problèmes de société. Ceux qui se prennent pour opposition, là, ils n'ont jamais parlé des problèmes de société dans ce pays-là. Mes amis, on se lit, soyons sérieux, soyons vrais. Je ne dis pas d'être sincère, mais soyons honnêtes. Ce PDCI qui se plaint aujourd'hui n'a jamais parlé de... Ils ne savent pas qu'il y a des prisonniers qui sont en prison en Côte d'Ivoire. Ce PDCI-là. Ils ne savent pas qu'il y a des jeunes qui sont à la MACA. Ce PDCI-là, ils ne savaient pas ça. Ou mais quand ils gouvernaient avant, ils étaient aveugles et puis sourds. Ils ne savaient pas ça. C'est aujourd'hui, ils vont se prendre pour opposition, pour venir se plaindre pour dire qu'ils sont opposition du parti au pouvoir. Mais quand ils ont gouverné à Alassane Ouattara, pourquoi ils ne parlaient pas des problèmes de société? On se dit, mais ce PDCI, il y a une fracture au sein du RHDP, il y a un groupe du PDCI qui est sorti parce qu'ils sont contre la gestion du pouvoir d'Alassane Ouattara. Ils sont contre le pouvoir d'Alassane Ouattara parce qu'ils n'apprécient pas cette façon de gouverner. Mais vous avez partagé le pouvoir là, pendant 8 ans. Baoulé, Djoula, Baoulé, Djoula, Baoulé, Djoula, Djoula, Baoulé, Djoula, Baoulé, pendant 8 ans. Aujourd'hui, vous dites que vous n'êtes plus RHDP. Mais vous allez où? Vous êtes RHDP. Vous êtes RHDP. Vous n'avez jamais parlé de problèmes de société. Vous n'avez jamais revendiqué. Même quand on
foncier, on n'entend jamais le PDCI. Pourtant, foncier de Côte d'Ivoire, c'est BD qui a envoyé ça. Mais vous n'avez jamais parlé de ça. Le problème de la société, là, vous n'avez jamais intéressé le PDCI. Que les Ivoiriens aient fait, ce n'est pas leur problème. Que les prix des denrées alimentaires augmentent, ce n'est pas le problème du PDCI. Que les gens n'arrivent pas à se soigner, ce n'est pas le problème du PDCI. Que les enfants n'arrivent pas à s'inscrire pour aller à l'école, ce n'est pas le problème du PDCI. Pendant 8 ans, c'est aujourd'hui, à 18 mois des élections, vous allez dire que vous êtes de l'opposition. Mais vous allez où? Vous êtes opposition de quoi? De qui? Vous êtes votre propre opposition de votre propre démon. Vous êtes opposition de votre propre démon. Parce que vous êtes opposition de qui? Vous vous opposez à qui dans ce pays-là? Donc, il faut dire les choses pour que cette classe politique comprenne que les citoyens d'aujourd'hui, là, on n'est pas les gaous d'hier. On nous a trop hier. On n'est plus les gaous d'hier. Donc, au sein du RHDP, il y a une crise politique. Parce que le RHDP se divise. Il y a un groupe qui sort, qui dit qu'il est contre le RHDP, qui ne veut plus être RHDP. Mais mes amis, on va se baser sur le droit institutionnel. Nous, là, on est des citoyens, nous sommes des républicains. Moi, je suis une républicaine, je suis une démocrate. Donc, on va se servir de ce que la République nous offre comme expression pour nous exprimer. Nous allons nous servir de ce que la République nous donne comme expression pour nous exprimer. Mes amis, je vous lis. Comment? Je vous lis parce qu'on est là. On est là pour 2 heures, il reste encore 1h20. On va parler. Sans langue de bois. On va parler sans langue de bois. À l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, c'est la majorité RHDP. Le président en exercice de ses fonctions, c'est le RHDP. Il est président issu du RHDP. Le Sénat, Aoussou Jano, il est issu du RHDP. Il est issu du RHDP. Aujourd'hui, le RHDP est fragilisé parce qu'à son sein, il y a un groupe qui sort et qui se constitue en PDCI radicaux durs et qui ne reconnaissent pas le RHDP. Mais mes amis, dans ce groupe de députés à l'Assemblée nationale, qui ne se reconnaissent plus en RHDP, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Comme ils ont été élus RHDP, aujourd'hui ils disent qu'eux ils ne se reconnaissent plus en RHDP. Ils ont été élus RHDP, ces députés qui sont à l'Assemblée nationale. Et ils disent qu'ils ne sont plus RHDP. Mes amis, j'ai une question. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Est-ce qu'on dissout l'Assemblée nationale? Puisqu'ils ne sont plus, ils ne reconnaissent plus la majorité parlementaire. Donc, on va demander une dissolution de l'Assemblée nationale. Puisqu'il n'y a pas d'opposition en Côte d'Ivoire pour demander la dissolution de l'Assemblée nationale. S'il y avait une opposition forte dans ce pays-là, s'il y avait une opposition consciente en Côte d'Ivoire, l'opposition allait se constituer pour demander au président de la République, au chef du gouvernement, de dissoudre l'Assemblée nationale. C'est comme ça que ça se passe dans une république. C'est comme ça que ça se passe en démocratie. C'est comme ça qu'on est en politique, c'est comme ça qu'on réagit. Mais dans le pays, là, qui va réagir comme ça? Montrez-moi un seul, donnez-moi un seul nom. Celui qui est capable de demander la dissolution de l'Assemblée nationale de ce pays-là. Montrez-moi un seul nom. Donnez-moi un seul nom. Il n'y a pas en Côte d'Ivoire. Où sont les hommes politiques en Côte d'Ivoire? Ils n'existent plus. Ils sont où? Les hommes politiques ivoiriens, vous êtes où? Il ne suffit pas de venir faire votre... Vous serez sur votre page Facebook. Vous êtes où pour vous exprimer? Il faut demander la dissolution de l'Assemblée nationale. Vous êtes où? Personne n'a le kilo, l'audace de lever le petit doigt et de dire je suis un homme politique ou je suis une femme politique, je demande la dissolution de l'Assemblée nationale. Rien, motus, bouche cousue. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Pourtant, il y a une crise parlementaire. Il y a une crise politique dans le pays. Ils sont où? À l'Assemblée nationale, les députés ne s'entendent plus. Il y a le RHDP qui est divisé. Ça veut dire la majorité parlementaire qui a porté à la tête de l'Assemblée nationale Guillaume Soro comme président de l'Assemblée nationale. Cette majorité est divisée. Donc, il y a une crise. Mais si la majorité est divisée, il faut demander la dissolution de l'Assemblée nationale.
soit on retourne aux élections pour voter à nouveau, comme vous l'explique RHDP, on vote à nouveau, ou le président demande que tous les parlementaires puissent, on demande au Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire d'enlever Diom Soro comme président de l'Assemblée nationale, puisqu'il y a une crise au sein de l'Assemblée nationale. Il y a une crise parlementaire. Donc Diom Soro n'est plus président. Les députés vont aller voter un autre président de l'Assemblée nationale. Mais on ne voit rien. Mes amis, mes frères, comment les Africains font la politique? Ils font la politique comme les Ivoiriens, c'est quoi la classe politique ivoirienne? Elle est où la classe politique ivoirienne? Elle est où? Elle est où la classe politique ivoirienne? Pour demander juste ça, ça là aussi c'est compliqué. C'est compliqué à demander. Mais vous faites la politique, vous êtes politicien de quoi? Politicien de quoi dans ce pays-là? Vous êtes politicien de quoi? Ah là là. Il n'y a pas de femmes politiques aussi dans ce pays-là. Les Harry Potter qui aiment prendre balai pour monter dessus, ils sont où? Harry Potter, ils sont où? Il n'y a pas de femmes politiques dans ce pays-là. Il n'y a pas aussi. Ils sont, vous êtes où? Il n'y a personne qui peut, même ne serait-ce qu'un communiqué, il n'y a pas. Il n'y a rien. À façon, on m'avait dit pas. À façon, on m'avait dit pas. On retourne au Sénat. Le président du Sénat, c'est Aoussou Jano. Aoussou Jano est issu du RHDP. Il y a une partie des sénateurs qui étaient RHDP, qui disent qu'ils sont PDCI. On va dissoudre aussi le Sénat. Ou bien, puisque on ne sait plus dans le Parlement ivoirien, que ce soit la première chambre et la deuxième chambre, on ne sait plus qui est dedans. On fait comment? Il y a un problème. Donc, il y a une crise politique au pays. Il y a une vraie crise politique ivoirienne. On va continuer. Le président de la République, il est issu de la majorité RHDP. Il y a une partie de RHDP qui disent qu'ils ne reconnaissent plus son pouvoir parce que le fait de dire ils ne sont plus RHDP, qu'ils sont PDC, ça veut dire quoi? Ils ne reconnaissent pas le pouvoir du président de la République. On va faire comment? Il y a une crise politique dans le pays. Mais si on avait une opposition, si l'opposition était capable pour une fois dans sa vie de dire oublions nos querelles, mettons-nous ensemble pour porter un débat politique fort, on pouvait aboutir à quelque chose de potable, à un équilibre, à un contre-pouvoir. Mais il n'y a pas. Donc, qui a contre-pouvoir dans ce pays? C'est ceux qui ont gouverné pendant 8 ans avec Alassane Ouattara qui sont contre-pouvoir aujourd'hui, ou bien c'est qui le contre-pouvoir dans ce pays-là? C'est à quel jeu on assiste? Mes amis, je vais vous lire un passage, un message du président de l'Assemblée nationale, le chef de l'institution ivoirienne. C'est la première fois dans ce pays-là. S'il n'y a qu'en Afrique, on peut voir ce genre de choses. Parce qu'en Occident, là, on ne peut pas voir ça. En Occident, où on vit, là, nous, on ne peut pas voir ce genre de bêtises-là. Ce n'est pas possible. Il n'y a qu'en Afrique qu'on peut voir ça. Moi, je ne sais pas. Je vous ai dit qu'il y a une crise politique. Et j'ai parlé d'une crise institutionnelle. Et je vais en venir. Là, j'en viens à la crise institutionnelle. Le président de l'Assemblée nationale a écrit ceci, qu'il a posté sur sa page officielle, hein, sur les réseaux sociaux. Moi, je ne sais pas. Parce que quand je parle, on me dit que Mme Gouza n'aime pas telle personne, n'aime pas telle personne. Il dit, il parle des institutions. Vous allez me dire, si un président de l'Assemblée nationale doit dire ça, voilà. Si un président de l'Assemblée nationale doit dire ça, voilà. Ça, c'est le président de l'Assemblée nationale.
Je ne sais pas si vous voyez un peu, hein, si vous voyez là, c'est le président de l'Assemblée nationale. Je vais lire ça. Soro Guillaume Kibafori, qui met sur sa page, sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Il dit ceci: je viens de lire avec stupéfaction cette horrible histoire de l'empoisonnement de M. Samba David. De l'empoisonnement de M. Samba David. Alors, M. Guillaume Soro dit ceci: dans la prison de Korogo, si cela s'avérait vrai, alors il faut craindre pour Soul to Soul. Et il rajoute: dans un état de droit, le ministre de la Justice devrait être entendu au Parlement. Ça, c'est M. Guillaume Soro qui écrit. Que toutes les bonnes volontés se mobilisent pour sauver la vie de ce jeune homme. Mes amis, est-ce que vous avez compris ce qu'a dit le président de l'Assemblée nationale? L'Assemblée nationale est la chambre qui pense, qui réfléchit, qui propose, qui réforme, qui révisionne la Constitution avec le Sénat, qui propose des lois pour protéger les hommes, les femmes, les enfants, les vieillards, les personnes handicapées, les familles fragiles, les prisonniers, les biens. Ça, c'est l'Assemblée nationale. C'est la chambre qui est garante, qui garantit la protection des hommes et des biens. Guillaume Soro qui a écrit ça là, il est président de l'Assemblée nationale. Il est député élu RDR de Ferké. Il a été élu président de l'Assemblée nationale grâce à leur union de partis qu'on appelle le RHDP. Donc, il est le président de l'Assemblée nationale grâce aux députés RHDP, c'est-à-dire les députés PDCI et les députés RDR qui ont voté ensemble, qui se sont mis ensemble, ils se sont mariés, ils mangent leurs gâteaux ensemble et qui ont voté Soro Guillaume pour être le président de l'Assemblée nationale. Voilà ce que le président de l'Assemblée nationale dit. Dans un état de droit, comme il le dit, dans un état de droit, un président de l'Assemblée nationale qui raconte des bêtises pareilles, il descend du trône. Dans un état de droit, un président de l'Assemblée nationale ne dit pas de bêtises comme ça. Dans un état de droit. Dans un état de droit, un rebelle ne devient pas président de l'Assemblée nationale. Dans un état de droit. Dans un état de droit. Et chaque rebelle ne devient pas président de l'Assemblée nationale. Celui qui a tué et qui n'a jamais été inquiété par la justice, il ne vient pas s'asseoir sur le trône des lois dans un état de droit. Mais voilà le pays. On est dans la merde. C'est tout. On est dans la merde, c'est tout. Lui, il vient dire qu'en Côte d'Ivoire, dans les prisons, on empoisonne les gens dans des prisons. Lui qui est président de l'Assemblée nationale, c'est une faute politique grave. Dans un état de droit, il ne sera plus jamais président de l'Assemblée nationale. Mais il continue d'être président de l'Assemblée nationale. Peut-être c'est son deal entre lui et puis le chef de l'État. Parce que nous, on ne sait pas. On va poser la question au président de la République. C'est quel deal lui a signé avec Soro Guillaume, et puis Soro chie sur les institutions, et puis lui, le président, il ne répond pas, et puis il ne prend pas sa responsabilité. Moi, il a posé question là un jour au président de la République. Il dit, monsieur le président, Soro Guillaume, c'est quel deal vous avez signé avec lui? Pourquoi lui, il chie sur nous, il chie sur les institutions, et puis vous le caressez dans le sens du poil? On va poser question sur le président un jour, parce que s'il ne prend pas ses responsabilités, ce petit est en train de sauter partout là. Si le président ne prend pas ses responsabilités, nous les citoyens, on va demander au président de prendre ses responsabilités. Vous êtes dans un état de droit là. Comportement, ça, la Guillaume ne peut pas avoir ça. C'est ça. Dans un état de droit. Mon frère Ladi Chérif, salut à toi, je vais bien, merci. Le président de l'Assemblée nationale qui dit que dans les prisons de Côte d'Ivoire, on empoisonne les gens. Mais l'État est garant, l'État a la charge de tous les prisonniers. Et l'État se doit de protéger la vie de tous les prisonniers. L'État
se doit de protéger la vie de tous les prisonniers. Donc lui, il est président de l'Assemblée nationale. Mais pourquoi il ne demande pas une commission d'enquête parlementaire? Il est le président de l'Assemblée nationale. Il demande une commission d'enquête parlementaire. Ou bien il est président et puis il ne sait pas comment ça fonctionne l'Assemblée nationale. Mais quand on prend des incompétents puis on les nomme, ça donne bazar comme ça. Il faut que l'Afrique puisse se refonder. Et la Côte d'Ivoire doit se réorganiser pour se transformer. On doit transformer la Côte d'Ivoire. On doit transformer la classe politique ivoirienne. Parce que la Côte d'Ivoire doit se réinventer dans la gestion de la vie politique. Chacun doit être compétent à sa place. On ne peut pas prendre quelqu'un, un incompétent, le nommer en fonction du business. Ça donne ça. Parce que lui-même, le président, il ne sait pas comment l'Assemblée nationale fonctionne. Mais c'est grave. Donc, il y a une crise institutionnelle parce que le président de l'Assemblée nationale accuse le ministre de la Justice d'empoisonner le prisonnier en Côte d'Ivoire. Dites-moi, c'est dans quel état de droit on est? Parce qu'il parle d'état de droit. Est-ce qu'il sait ce qu'on appelle état de droit? Ou bien lui, il pense que c'est les armes dans une république qui a état de droit. Il pense que c'est la rébellion qui a état de droit, je ne sais pas. Ça, c'est quoi ça là? C'est quoi ça là? Quelqu'un, quand il sort du pays, quand il va se promener, c'est là qu'il raconte des bêtises comme ça en public. Sur les réseaux sociaux, il accuse le ministre de la Justice d'empoisonner. Qui empoisonne les prisonniers? Mais lui, le président de l'Assemblée nationale, il va demander une ouverture. Il peut demander une ouverture d'enquête. Il peut saisir le procureur de la justice. Il est président de l'Assemblée nationale. Il connaît les lois. Normalement, il a les lois avec lui. Il demande une commission d'enquête parlementaire. Pourquoi il ne fait pas ça? Il dit qu'il parle d'état. Il connaît ce qu'on appelle l'état de droit. Dans un état de droit, il regarde des débats président de l'Assemblée nationale pour commencer. Dans un état de droit. Mais ce n'est pas possible. On a une crise institutionnelle. On a le président de l'Assemblée nationale qui constamment cherche à affaiblir le chef de l'État. Alors qu'il est issu lui-même de la majorité du pouvoir. Il est issu de la majorité. Il est issu du pouvoir exécutif. Lui-même, il fait partie du pouvoir exécutif. Et il défie, il déstabilise en permanence le pouvoir. Donc, il y a une crise politique en Côte d'Ivoire. Où est la classe politique pour s'exprimer sur tous ces problèmes-là? Est-ce que c'est à nous les citoyens de saisir la justice pour que les choses se passent? Ou c'est à nous les citoyens de saisir le président de la République pour qu'il puisse mettre de l'ordre dans le pays? Parce que ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Mes amis, c'est pour ça tout à l'heure, je vous ai donné la parole. Je dis ceux qui veulent la paix. Ne soyez pas les applaudisseurs publics. Soyez des citoyens dégourdis. Ça ne va pas. Soro, le président de l'Assemblée nationale, dit dans les prisons de Côte d'Ivoire, on empoisonne les prisonniers. Pourtant, l'État de Côte d'Ivoire, le ministère de la Justice est en charge des prisonniers. Donc, la sécurité, la protection. Le chef de l'Assemblée nationale, le président, lui, il accuse le ministre parce qu'il a indexé. Il dit le ministre de la Justice. Donc, il y a une crise institutionnelle entre le ministère de la Justice et le président de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'après le président de l'Assemblée nationale, avec le premier ministre, maintenant c'est avec le ministre de la Justice, le ministère de la Justice, que le président de l'Assemblée nationale a des conflits. Donc, ça va aller jusqu'où? Leur palabre, ça va arriver où? Ou bien peut-être qu'il va finir par faire palabre à nous, les citoyens. Donc, à un moment donné, je pense qu'il est temps que le président de la République prenne ses responsabilités. Qu'il tape la main sur la table, qu'il mette de l'ordre. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ce qui est en train de venir, ce qui est en train de continuer, c'est fragiliser le pouvoir. Parce que quand on fait de la politique, les gens confondent les choses. Quand on fait de la politique, ce n'est pas de fragiliser le chef de l'État. Le chef de l'État, il est le président de l'État. Ça veut dire il est à la tête des institutions. Donc, si toi, tu cherches à fragiliser les institutions, tu déstabilises toute la nation. Donc, nous-mêmes les citoyens là, tu nous fragilises, nous tous, parce que c'est le chef de l'État qui représente les citoyens. Tu peux faire de la politique pour être un contre-pouvoir face au pouvoir, mais tu ne déstabilises pas l'État. Ce que Soro Guillaume fait là, ça aide dans son... C'est génétique pour lui. C'est un rebelle sang. Ça aide dans son sang. Il connaît que ça. Ce qu'il fait là. Donc, comme
il n'a pas encore le temps de prendre les armes pour venir tirer sur nos parents. Il fait les trucs pour déstabiliser. Il sait faire que ça, c'est tout ce qu'il a appris à l'université. Depuis Machette, il est arrivé là. Il faut que le président de la République, Alassane Ouattara, monsieur le président, prenez votre responsabilité dans ce pays-là. Parce que le président de l'Assemblée nationale, non seulement il vous fragilise, il vous défie. Il est en train de démontrer aux yeux des citoyens que nous sommes, que vous êtes faible d'esprit, que vous êtes faible de pouvoir, que lui a plus de pouvoir que vous. C'est ce que Soro Diom est en train de démontrer aux yeux du monde entier. Monsieur le président de la République, monsieur le président Alassane Ouattara, Soro Diom est en train de démontrer aux yeux du monde entier qu'en Côte d'Ivoire, lui, le président de l'Assemblée nationale, il a plus de pouvoir et il est capable de déstabiliser tous les pouvoirs, quels qu'ils soient. C'est ce qu'il est en train de démontrer. Donc, c'est un défi que Soro Diom, en tant que président de l'Assemblée nationale, lance au chef de l'État. C'est un défi qu'il lance. Si vous ne réagissez pas, si vous ne prenez pas votre responsabilité, vous donnez raison sur toute la ligne à Guillaume Soro de déstabiliser les États. Et ce n'est pas que vous. Demain, en 2020, si ce garçon est encore là, il va toujours déstabiliser. Même l'État qui va se mettre en place encore en 2020. Donc aujourd'hui, il est temps. C'est au président que vous êtes de prendre votre responsabilité et d'assumer pleinement votre responsabilité de chef de l'État. On ne peut pas permettre dans une république qu'un président d'institution qui a été nommé a été voté par une majorité parlementaire, qui elle-même est issue de la majorité gouvernementale, de défier le chef de l'État. C'est à vous de prendre votre responsabilité et il est de votre devoir de jouer pleinement votre rôle de chef de l'État dans cette République de Côte d'Ivoire. Mes amis, voilà la part de Soro Diom. Moi, j'en ai terminé avec lui. Parce que pour moi, je l'ai dit et je le répète, depuis qu'il a commencé, que j'ai fait la lettre ouverte, j'ai dit, je considère que c'est un fantôme, comme l'a dit Emmanuel Macron, qui plane sur l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Soro Diom, pour moi, est ce fantôme-là, qui plane sur l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. On va continuer notre conversation. Pour ceux qui ont des questions à poser, je vous lis au fur et à mesure et je répondrai à vos différentes questions. Il y a une personne qui m'a posé une question tout à l'heure et qui m'a dit, vous sensibilisez sur la paix, pourquoi vous ne parlez pas du gouvernement actuel qui retient des prisonniers politiques? Le gouvernement qui casse tout sur son chemin, sans oublier que Abidjan est surpeuplé parce que tout le développement, c'est M. Liris du Grand Barbu. Monsieur, je vais répondre, si vous êtes toujours connecté, je vais répondre à votre question avec beaucoup d'intérêt et puis sans complaisance. Monsieur Liris Barbu, vous me demandez, je parle de la paix, de parler au gouvernement ivoirien. Je suis une citoyenne ivoirienne, je suis une républicaine. Dans une république, une citoyenne que je suis, le gouvernement qui a le pouvoir exécutif, je ne sais pas si vous comprenez le sens du pouvoir exécutif, mais je prenais grand plaisir à vous expliquer brièvement ce que c'est que le pouvoir exécutif. Le pouvoir exécutif, c'est-à-dire, c'est les citoyens qui ont voté le chef de l'État qui ont dit, nous, on met tout notre pouvoir en place ensemble et puis on te remet, on met dans ta main. Donc, c'est toi qui vas gérer le pouvoir, tu as le plein pouvoir de décider. Non seulement qu'il a le pouvoir exécutif, ça veut dire qu'il a les moyens d'agir tout de suite et maintenant sur les problèmes de société, pourvu que les citoyens que nous sommes, nous abordions les problèmes avec beaucoup d'intelligence. Je l'ai dit tout à l'heure. Quand tu n'as pas la force, il ne faut pas être bête, il faut être intelligent. Moi, je suis une citoyenne. J'interpelle le chef de l'État. Quand ça ne va pas dans la société, dans un problème, quand il s'agit de la population, quand il s'agit de certains prisonniers, quand il s'agit de ceux qui ne vont pas à l'école, quand il s'agit de ceux qui sont malades, en tant que citoyenne, et vous, en tant que citoyen, nous avons pour devoir de dire au président de la République, Monsieur le Président, on vous interpelle parce que dans la société, il y a tel qui ne va pas, il y a telle chose qui ne va pas. Vous avez le pouvoir exécutif d'exécuter dans l'immédiat et d'apporter une solution à nos concitoyens. C'est ça en tant que citoyen. Moi, je suis une citoyenne, je ne suis pas une opposante au chef de l'État, ni au pouvoir gouvernemental. Non, je suis une citoyenne. Donc, j'interpelle
le président de la République, j'interpelle le chef du gouvernement, j'interpelle les ministères. Donc, je joue mon rôle de citoyenneté. Mon devoir de citoyenneté, c'est d'interpeller le chef de l'État, le gouvernement ivoirien, de pouvoir apporter des solutions dans l'immédiat et des solutions adéquates pour nos concitoyens. Voilà mon rôle de citoyen. Vous me parlez des problèmes de casser les maisons et Abidjan est surpeuplé. Abidjan est surpeuplé, oui, effectivement qu'Abidjan est surpeuplé. Il faut décentraliser. Donc, il faut avoir des projets de région pour pouvoir décentraliser et permettre aux citoyens de pouvoir maintenir les citoyens dans les régions. Tout le monde fuit les régions pour venir dans la capitale. Parce que vous, en tant que citoyen, vous ne choisissez pas un projet de société ni un projet de région. Vous suivez les hommes politiques pour des intérêts personnels, pour des intérêts ethniques, tribaux et parfois pour des intérêts politiques. Si vous êtes suffisamment conscient et que vous votez vos présidents de région, vos maires de communes en fonction des projets de région, les populations resteraient beaucoup mieux dans les régions et ne vont pas venir encore surpeupler la capitale qui est Abidjan. Chers frères et chers amis, Abidjan est surpeuplé, il y a beaucoup de bidonvilles. Et quand il y a des catastrophes naturelles, les premières personnes qui sont touchées, ce sont ces bidonvilles. Donc, pour pouvoir apporter la sécurité, ce n'est pas sur les caniveaux qu'on va construire des maisons. Donc, quand on vient casser des maisons qui sont sur les caniveaux, c'est pour le bien-être de nos concitoyens et c'est pour le bien-être de toute la population ivoirienne. Donc, par moment aussi, sortez un peu de votre idolâtrie politique et puis restez quand même dans le réalisme. Mon cher frère, j'espère que j'ai répondu quand même à vos questions. Voilà ce que je peux vous dire. J'attends d'autres questions pour ceux qui souhaiteraient me poser des questions pour qu'on puisse continuer notre conversation. Donc, mes amis, la crise politique qui est en Côte d'Ivoire, elle est réelle. La crise politique au sein du RHDP, il y a une crise. Le PDCI dit qu'une partie, il n'est plus RHDP, il reste entité PDCI. Donc, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? La question elle est là. Donc, nous devons tous poser cette question-là. Étant donné qu'une partie du PDCI dit qu'ils ne font plus partie du RHDP, nous allons demander au président de la République qui, lui, ou soit il dissout l'Assemblée nationale, il dissout le Sénat, ou on retourne aux élections, à des élections anticipées. À ce moment-là, moi je le dis clairement, les citoyens seront plus candidats à ces élections-là et les partis politiques vont disparaître. Parce qu'eux, ils pensent qu'ils sont dans un jeu où ils vont déstabiliser. Ils vont dire, bon, on va arriver à déstabiliser pour créer des tensions politiques afin d'aboutir sur des tensions sociales. Mais ce n'est pas aux citoyens de mourir pour vous. Hein. Nous, on va mourir pour vous. Et on va demander à nos parents de ne pas sortir même pour vous. Parce que vous êtes inutile pour eux. Des gens qui sont inutiles, on va mourir pour vous. Ça fait 50 ans que nos parents meurent pour vous. Donc, on ne va pas continuer à mourir pour vous. Vous, là, mourrez un peu pour nous de temps en temps. Parce que nous, on souhaiterait que vous mourrez aussi pour nous. Mourrez un peu pour nous prouver que vous nous aimez aussi. Il n'y a pas de raison que c'est les pauvres qui vont toujours mourir pour vous. Pour vos intérêts politiques. Donc, mourrez aussi pour vos propres intérêts politiques. On dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Est-ce que vous ne pouvez pas mourir un peu pour vos propres intérêts? Et puis, c'est toujours les pauvres qui doivent mourir pour vous. Ce n'est plus possible dans la société ivoirienne. Et que les gens ne vont plus mourir pour des questions politiques, politiciennes. On ne peut plus l'admettre, on ne peut plus l'accepter. Nous allons sensibiliser jusqu'à une fois. Nous allons continuer à sensibiliser. Nous allons continuer à alerter la population de ne plus sortir pour mourir pour des personnages politiques. Les gens qui n'ont pas un souci du commun, il n'y a pas de raison de mourir pour ces personnes-là. Il n'y a pas de raison de sortir pour mourir pour eux. Parce que même quand on n'est pas au pouvoir, on peut proposer, on peut alerter, on peut être un contre-pouvoir. C'est ça faire la politique. Nous, on vit ici en Europe. Quand on vit en Europe, la moindre des choses, c'est d'apprendre ce que les Européens ont de bien en politique et d'apporter ça dans notre pays pour faire mieux chez nous. C'est ça, on a dit. J'ai appris quelque chose de bien, j'ai rajouté un plus, j'ai fait quelque chose de mieux. Mais on vit en Europe. On n'apprend rien des Européens. Ici, on vit, les institutions sont stables, les institutions politiques sont stables. On n'apprend rien des institutions politiques ici en Europe. On est assis, c'est-à-dire le même comportement qu'on a en Afrique, on le ramène ici en Europe et on se comporte exactement comme si on était en Afrique. Donc, on n'a rien appris de l'Afrique, on n'a rien appris de l'Europe, on est zéro. On est zéro. On fait la grande gueule pour rien. On est zéro. Moi, j'invite beaucoup les citoyens que nous sommes, nous qui vivons en Europe, d'apprendre beaucoup plus, d'apprendre les institutions européennes qui ont une stabilité et qui font une vraie politique, qui sont parfois, ils se discutent, ils débattent, ils ne sont pas d'accord, ils sont en contradiction, mais
Ils arrivent à s'attendre sur l'essentiel. L'essentiel, c'est le bien-être de la société. Comment faire avancer la société. Eux, c'est leur objectif. Mais chez nous, en Afrique, là, comment je vais vite devenir riche? Comment je vais manger plus que l'autre? Comment mon gars va venir au pouvoir pour que moi, je sois au premier rang? Voilà la vie de la classe politique africaine. Et cette classe politique africaine, comme je le dis, je le répète, mes amis, mes frères, nous devons la changer. Nous devons changer cette vision politique-là. Ce n'est pas la bonne. Quand on fait tout le bilan sur le continent africain, cette vision a détruit l'Afrique. Elle est pire même que la famine en Afrique. Parce que les Africains n'apprennent absolument rien, on n'apporte rien, on râle tout le temps sans faire une simple proposition. À un moment donné, il faut réfléchir, il faut raisonner, il faut avoir cette sagesse, cette grandeur d'esprit, de se remettre en cause, pour qu'il y ait un déclic de prise de conscience que le continent africain, ce n'est pas le continent d'hier, c'est le continent de demain et que nous devons penser plus grand, plus fort et plus haut. Mes amis, voilà un peu l'entretien que je voulais avoir avec vous. Il n'est pas président de la République, il y a un certain, les gens, il y a quelqu'un qui pose la question qui parle de l'Élysée. Monsieur, très souvent les Africains sont un peu dans l'illusion et dans l'utopie. Ils sont dans l'illusion et dans l'utopie. Dans ce monde dans lequel nous vivons, vous ne pouvez pas vivre sans partenaire. Quand monsieur, il s'appelle monsieur Borgia Afrique, je ne sais pas quoi, monsieur, quand tu n'es pas fort, je l'ai dit, il ne faut pas être bête. Quand tu n'es pas fort, quand tu n'as rien, quand ton cul est troué, là, il ne faut pas être bête. Il faut être au moins intelligent. Toi, là, tu ne peux pas aller sur la lune. Toi, là, tu ne peux même pas placer caméra sur les nuages. Toi, là, on peut déclencher aujourd'hui, rien que par la pluie, là, et puis on met un virus dans ton pays. Donc, il ne faut pas être bête, il faut être intelligent. Quand tu ne peux pas te battre avec quelqu'un, sois au moins intelligent. Quand tu n'as pas de force, là, il faut éviter d'être bête. Ça ne veut pas dire que tu es faible. Ça veut dire que tu es intelligent. Tu ne peux pas frapper quelqu'un et puis tous les jours, tu t'en vas l'insulter, tu t'en vas te battre avec lui, mais il va toujours te frapper, il va te casser les côtes, il va te briser les pieds. Tu seras handicapé. Donc, ton cerveau là, Dieu t'a donné des neurones. Il faut réfléchir pour dire, mais moi là, il ne peut pas frapper les gens. Pourquoi il veut parler avec eux? Je m'arrête à parler avec lui, il me frappe. J'arrive, il me frappe. J'arrive, il me frappe. Donc, c'est toi qui es maso. Ce n'est pas les blancs. Parce que les blancs n'ont rien fait. Eux là, ils sont chez eux. C'est toi qui veux vendre ton cacao et puis ton pétrole. Ton pétrole, tu ne bois pas ça. Tu ne manges pas café. Tu ne manges pas chocolat. Tu ne manges pas cacao. Même riz que tu vas manger, là, tu ne peux même pas cultiver dans ton village. Tu fous quoi? Le blanc n'a rien. C'est lui qui t'empêche de cultiver le riz. C'est le blanc aussi qui t'empêche de cultiver le manioc. C'est le blanc aussi qui t'empêche de cultiver l'igname. Est-ce que c'est le blanc qui t'empêche de cultiver ce que toi-même tu vas manger? Donc, dans la ville, il faut être intelligent. Le blanc n'a rien à voir. Les Africains, c'est parce qu'ils sont nuls. Et comme ils savent qu'ils sont nuls, ils ont honte. Ils sont obligés de chercher les boucs émissaires. Pour dire, c'est le blanc, c'est le blanc. Le blanc ne t'empêche pas de cultiver dans ton village. Donc, va cultiver ta terre. Ce n'est pas le blanc qui t'empêche de cultiver ta terre. C'est pas que tu es fainéant, c'est tout. Le blanc ne t'empêche pas de cultiver ta terre. Parce que ici, même le blanc, là, il cultive une pomme de terre pour manger. Tu le vois payer banane chez toi en Afrique pour manger, le blanc. Est-ce que tu le vois venir acheter des bananes pour manger chez toi? Il cultive sa pomme de terre dans son village pour manger. Il ne vient pas pleurer pour dire que c'est parce que ta banane coûte cher. Il cultive pomme de terre. Il cultive sa salade. Voilà ce qu'il mange. Pomme de terre, salade, carottes, navets. Quand il va dans cette plantation-là, il est dans le champ. Il est en train de cultiver ce qu'il va manger. Il prend le reste et puis il vend pour gagner un peu d'argent, pour mettre ses enfants à l'école. Voilà. Il ne dit pas, non, comme on fabrique Renault, il faut que Renault, là, ça va nous nourrir. Non. Renault, là, c'est pour payer les fonctionnaires. Donc, ton café et cacao, là, ça paye tes fonctionnaires. C'est que toi, tu vas manger, là, va cultiver ça. Il faut laisser le blanc tranquille. Le blanc t'a rien fait. Il t'a rien fait. C'est pas que tu veux rien faire. Tu es assis au plateau, en train de courir dans le bureau des gens pour demander 10 000, 10 000. Donc, tu appuies toujours les blancs. Les blancs t'ont rien fait. Va cultiver. Le jour que tu vas apprendre à cultiver, tu vas avoir igname, banane, gombo, aubergine. Même dans ton village, là, tu peux faire marécage. Puis tu vas élever poisson pour manger. Tu as quel problème? Est-ce que tu vas accuser le blanc? Le blanc t'empêche pas de faire ça. Donc tu l'accuses pourquoi? Mon ami, mon frère, laisse le blanc tranquille. Il faut te remettre en cause. On s'appelle prise de conscience.
prise de conscience se remettre en cause. Tu es le seul responsable de ton propre malheur, ce n'est pas le blanc. Donc, je suis toujours là, je suis à amener les questions. Envoyez les questions. Ne cherchez pas à accuser les blancs, ils ne sont pour rien. Ça là, ce sont les faux intellectuels africains, on les appelle les intellectuels idiots. C'est ceux-là qui ont menti au peuple pour dire que c'est les blancs, c'est les blancs. La colonisation, c'est les blancs. Parce qu'ils ne valent rien. Ils pensent qu'ils vont être plus riches que les anciens présidents. Donc, ils accusent la colonisation. La colonisation, là, eux, ils sont arrivés, ils ont construit une route dans ton village. Les autoroutes qui vont dans ton village, c'est les blancs qui ont construit. Les hôpitaux, là, c'est les blancs qui ont construit. Les dispensaires, c'est les blancs qui ont construit. Il faut faire l'état des lieux dans ton pays. Depuis que les blancs sont partis, là, ceux qui sont là, ils ont construit quoi? Ils ont construit quoi? Rien. Donc, il ne faut pas accuser les gens. Sortons de ce faux débat. C'est un faux débat. Sortons de ça. Parce que tu ne manges pas pétrole. Tu ne manges pas or. Est-ce que tu manges or? Non. Tu accuses les blancs de quoi? Ils ne t'empêchent pas de vivre. Tu as la terre. La terre, elle est vaste. Tu ne veux pas construire, tu es assis, tu dis non. L'or qu'on vend, le cas te donné à toi. Mais tu vas aller creuser pour toi dans ton village. Tout le sol africain, il y a l'or en bas. Va creuser pour toi. Ah, tu vas au village, tu commences à prendre d'abord, si tu commences à creuser. Il y a longtemps, mais tu as eu beaucoup d'or déjà pour vendre. Donc, avançons dans le débat, mes amis. Voilà un peu ce qu'on peut dire. Donc, comme j'ai parlé des crises politiques en Côte d'Ivoire, je vous l'ai dit, effectivement, il y a une crise politique. Malheureusement, on n'a pas une classe politique beaucoup plus solide pour pouvoir mener ce débat sur la place politique, dans le débat public, pour alerter l'État, pour alerter le chef de l'État, pour dire, Monsieur le Président, dans notre société, il y a une crise politique, il y a une crise institutionnelle, prenez les dispositions. Il n'y a pas. Bon, d'un côté, ils sont tous divisés. Le FPI est divisé, le PDCI est divisé, le RDA est divisé, le LHDP est en train d'éclater, le LMP n'existe plus. Donc, on ne sait même pas qui va porter le débat pour nous. Mes amis, les citoyens que nous sommes, c'est nous seuls qui pouvons porter nos débats. Donc, à un moment donné, on va se constituer, on va se crier, on va se réorganiser pour être aussi peut-être les citoyens que nous sommes. Nous pouvons être ce contre-pouvoir pour pouvoir apporter des solutions pour aussi participer au débat politique et au débat social. Nous pouvons être ce contre-pouvoir pour pouvoir alerter nos autorités à prendre conscience des difficultés dans nos sociétés. Quand on est au pouvoir, souvent, on n'est pas obligé, on n'a pas forcément toutes les informations de tout ce qui se passe dans le pays. On n'a pas tout. Souvent, comme je vous l'ai dit, il y a des gens qui travaillent mal, qui sont à le gouvernement, mais ils travaillent très mal. Mais comme ils travaillent mal, ils ne veulent pas que le président sache. Donc, eux, là, ils masquent, ils cachent. Ils empêchent même que le président puisse avoir l'information. Je dis, la chance qu'on a, c'est qu'on a les réseaux sociaux. Et que les chefs d'État aujourd'hui, là, ils sont sur les réseaux sociaux. Enfin, beaucoup, pas les vieux. Hein? Pas les vieux. Ma princesse Massanyesi, là, je te salue au passage. Il y a quelqu'un qui est en train de m'appeler. Allô? Allô? Oui, bonjour Madame Bouda. Oui, mon frère, Los Dosso, bonjour à vous. Comment vous allez? Bien, ça va, merci, et vous? C'est moi tout directement. Écoutez, je suis en train de suivre votre débat là. Vous avez vraiment abordé un point qui est vraiment très important. Oui. Oui, Donc, parlez un peu plus fort, hein, pardon. Allô, tu m'entends? Oui, j'attends. Oui, j'entends très bien, oui. Allô, vous m'entendez? Oui, bien. Oui, voilà. J'aimerais bien intervenir par rapport à ça concernant la victimisation des Africains. Oui. Il faut que les Africains sachent sérieusement que dans ce monde-là, ils n'ont pas le monopole de la souffrance. Exactement. Ils ne sont pas les seuls à subir la colonisation. Ce que vous voyez là, elle a subi toutes sortes d'humiliations. Toutes sortes d'humiliations. De la part des Occidentaux, de la part des Japonais. Ils n'ont jamais déclaré de guerre à qui que ce soit. Dans le silence, ils ont travaillé. Exactement. Comme des chiens aujourd'hui. La Chine, tout récemment, les Américains, ils avaient envoyé porte-navire à côté de la Corée. Exactement. Et on dirait que ça débordait un peu sur le navire chinois. Si. Donald Trump, malgré tout son orgueil, la Chine a fait un appel. Viens chercher ton bateau qui est juste à côté de nous là. Donc nous, on n'en fait pas. C'est une menace pour nous. On ne peut pas discuter des partenaires. Donc
si les Africains veulent devenir forts, là, qu'ils arrêtent de crier sur tous les toits, panafricains, ceci, cela. Du jour au lendemain, il y a des gens qui arrivent au pouvoir, qui sont installés par les Blancs, du jour au lendemain, ils arrivent au pouvoir et deviennent des panafricains. On ne peut pas. Nous, Koutou, bien aimé qui est passé au pouvoir, il se dit panafricain, alors que les Français sont partis. Des Ivoiriens face à l'hôtel d'Ivoire, il n'a même pas été capable de porter plainte contre la France. Exactement. Moi, ça m'a choqué. Ça, c'est très bien, très bonne analyse, effectivement. Vous dites panafricain, des Français viennent tuer des Ivoiriens qui combattaient pour vous devant l'hôtel d'Ivoire. Même Mamadou Koulibaly a demandé à porter plainte, mais il a refusé de le faire. Oui. Ça s'est passé devant nous tous ici. Oui. Je me dis, mais leur combat de panafricanisme, là, ça sert à quoi exactement? Franchement, je ne comprends plus rien du tout. Tout à fait. Oufoué, c'était quelqu'un qui aimait beaucoup la Côte d'Ivoire. Il n'a jamais ouvert de combat. Parce que quand tu n'as pas les moyens de ton combat, ça ne sert à rien de bavarder sur le champ. Quoi. Travail. C'est avec le travail que les Africains pourront sortir de là. Exactement. À partir du moment où c'est quelqu'un qui te nourrit là, tu ne peux rien lui dire. Exactement. Ouais. Comment ça s'appelle? Macron, il est quitté en Afrique. Il a dit la personne qui veut sortir du franc CFA, il n'a qu'à sortir. Non, on ne retient personne. Qui est sorti depuis? Personne ne peut sortir. Parce que tu ne peux pas vendre sur le marché international, tu es bloqué. Il venait de prouver du monde que la France n'avait rien à voir, qu'elle était seulement le garant du franc CFA. C'est tout. Elle n'oblige personne. Il y a des pays africains qui étaient rentrés, qui étaient sortis dedans. Mais la France ne les a jamais attaqués. Pas du tout. Le Mali était sorti du franc CFA, ils sont rentrés dedans, mais la France ne les a jamais attaqués. La Mauritanie est sortie, la France ne les a jamais attaqués. Si, si. Il y a la Guinée-Équateur aussi qui est rentrée après, ouais, qui n'était pas dedans, qui est rentrée. Qui est rentrée après. Effectivement. Pourquoi? Ils n'ont pas de problème, de solution à apporter au problème du peuple. C'est ça. Ils accusent toujours le bouc émissaire comme je l'ai dit tout à l'heure. Le français. Attends, mais on n'est pas les seuls à avoir subi la colonisation. Hein? Tout à fait. Tout à fait. Il va falloir qu'on arrête de se lamenter sur nous sorts parce que franchement, on commence à devenir victime de notre propre victimisation. Oui, on devient ridicule. Et donc voilà, c'est le témoignage que j'étais là à apporter parce que voilà, j'en avais trop gros sur le cœur. Merci beaucoup, mon frère. Parce que moi, il y a des discussions auxquelles je participe. Je me fais insulter sur tous les toits. Tu es vendu, la France, ceci, cela, la France te donne quoi? Enfin, je dis non, je suis désolé, moi je suis ivoirien voilà, c'est la Côte d'Ivoire qui m'a accouché. Mais ma mère adoptive reste la France, quoi, c'est la France qui m'a apporté tout ce que je suis aujourd'hui. Donc, j'aime la France. Merci bien, mon frère. En tout cas, mon frère Las, merci pour ce beau témoignage. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Merci bien et très bon week-end. Merci à toi, frère. Merci, merci bien. Comme disait notre frère Las Dosso, qui vient de le dire avec beaucoup de justesse, il a dit avec beaucoup de justesse, effectivement, la Chine qui est la Chine, on est là, on se plaint. La Chine, là, c'est que la Chine a vécu, nous, on n'a même pas vécu ça. C'est que la Chine a vécu, là, on n'a pas vécu ça. Ce que le Japon a vécu, là, nous, on n'a pas vécu ça. Ils ne sont pas restés à dire, on ne parle plus à les États-Unis. Il y a eu l'Angleterre, il y a eu la France, il y a eu les États-Unis. Nous, on n'a pas vécu ça. Nous, là, on s'est plaint. Mais ce qu'ils ont vécu, nous, on n'a pas vécu ça. C'est qu'ils cherchaient à raser même toute la Chine et raser le Japon. Mais ils sont toujours là. Aujourd'hui, là, ils sont quoi? La Chine pèse, elle est devenue puissance mondiale. Puissance mondiale parce que les Chinois ont travaillé comme des chiens, comme vient de le dire notre frère de son. Ils ont travaillé disciplinés. C'est la discipline qui fait ta force et ta volonté de devenir quelque chose. Comment tu veux construire? Est-ce que vous, les Africains, nous, les Africains, on est prêts à faire des sacrifices? On gueule pour rien. On parle dans le vide. On devient ridicule et risible. On se moque de nous. Vous avez crié sur tous les toits. C'est la France, c'est la France. Mais on est assis en tant qu'Africains. On a accusé la colonisation. La chose qui fait la plus honte au monde, on a accusé la colonisation. C'est la France, c'est la France. Traite négrière, c'est la France, c'est la France. Au 21e siècle, en 2018, les bateaux qui échouent en mer, ce n'est pas le même esclavage là. Parce qu'avant, là, on nous amenait en bateau, on nous attachait. Là, on dit, ce n'est pas notre volonté. C'est que les gens nous ont forcés à venir chez eux. Mais ceux qui sont remplis dans l'eau, là, c'est les Blancs qui vous forcent de venir prendre la mer pour venir mourir. Ah! Donc, on devient ridicule. On ne peut même pas
aider les gens. Quand tu vas au Soudan, depuis la guerre du Soudan, depuis 1993, les enfants sont dans le sable. On sait partager les vidéos, ils sont en train de mourir. Combien d'Africains même qui se mobilisent pour dire que 1 euro, mais $1 par Africain pour aller sauver les gens au Soudan. Il n'y a pas. Tu vas lancer un appel aujourd'hui pour dire, menons une action humanitaire. C'est les mêmes qui vont te diaboliser et qui vont te détruire. C'est les mêmes Africains là. Mes frères, à un moment donné, on va aller doucement. Respectons-nous. Mon frère Kassim Karamoko. Oui, bonjour ma soeur. Bonjour mon frère, comment vas-tu? Ouais, ça va, calmement. Ah. Je te dérange pas, j'espère. Hein? Non, non, pas du tout, je suis en live, tu me déranges pas du tout, ça fait plaisir. Ok, ben, voilà, justement, je voulais un peu t'emboîter le pas en intervenant, si possible. Si, tu as la parole. D'abord, j'aimerais commencer par te féliciter et te remercier pour tout le temps tes sujets limpides et tes sujets assez réalistes. Oh là là, ça fait plaisir. À toi, et puis, ben, continue comme ça et ne te laisse pas abattre. Merci, mon frère. En fait, ne te laisse pas décourager par les petits rigolos d'à côté qui sont juste là pour se faire voir. Merci, mon frère. Je vais sauter sur le vrai sujet, c'est-à-dire ceux qui se font appeler les panafricanistes dogmatiques de nos jours là. C'est des gens dogmatiques, c'est-à-dire qu'ils sont que dans le dogme, c'est un beefsteak qu'ils ont à la bouche et ils pensent que c'est une réalité. Tu comprends? Ils se cachent derrière le discours panafricaniste pour cacher leur médiocrité et leur échec. C'est ça. Remarquez, la plupart ils ont le même profil. Ils aiment se taper la poitrine avec des diplômes obtenus dans les universités occidentales, mais déjà incapables de réaliser ce qu'ils ont appris à l'école, sur le terrain. La plupart de ces gens-là, quand on les nomme à un poste de responsabilité, c'est le fiasco, c'est la promotion de la médiocrité. Il faut bien remarquer. Ou bien, ils sont en Occident, chômeurs, vivant de l'aide. Des allocations françaises, voilà, occidentales, et en même temps détestant l'Occident. Oui. Tu vois un peu le paradoxe. C'est ça. Donc, du coup, quand tu vas gratter un peu dans le psychique de ces gens-là, c'est des gens, pour moi, c'est des grands malades ambulants, c'est des malades. Ils ne savent même pas où ils vont. Ils ont des problèmes psychologiques, c'est ça. Mais justement, ils s'accrochent à ce qu'ils détestent et ils jalousent ceux qui ont réussi. Je ne sais pas si tu as bien remarqué. C'est les envieux. C'est les envieux de la réussite des autres. Tous les chefs d'État qui font des efforts. Mandela n'est pas bon. Ouattara n'est pas bon. En tout cas, tous ceux qui sont réalistes, Houphouët-Boigny n'est pas bon. Mais alors que ces gens-là, moi, j'aimerais leur rappeler une chose. Bouza. Oui. Houphouët-Boigny, je dis bien dans les faits, pas dans le discours, mais dans le fait. Dans les faits, était le président le plus panafricaniste d'Afrique. Ah oui. Il n'y a pas quelqu'un qui a accueilli, qui a fait, d'abord, au niveau de l'Assemblée nationale française, il est celui qui a fait passer la loi contre le travail forcé ici en France. Si. Ok, ça c'est un. Étant président, qu'est-ce que vous n'a pas fait pour les Africains? Nous, on a connu même des Gambiens qui ont été nommés ministres en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas? Les Mamadou Diawara, les Savadogo, les Diam. La Côte d'Ivoire en son sein, pendant ces moments de gloire, pendant ces moments de pleurs, a accueilli l'Afrique tout entière. Si, la Côte d'Ivoire, aussi Houphouët-Boigny a payé même les bourses d'études pour beaucoup d'Africains, effectivement. Alors, Houphouët n'était pas dans le verbiage creux, c'était un homme concret. Il a compris qu'à un moment donné, les Occidentaux, sur le plan militaire, sur le plan technologique, sur le plan économique, sur le plan diplomatique, étaient en avance. Donc, aller dans le frontal avec eux, ça allait nous perdre. Bien sûr, donc, il a dit. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Envoyer nos enfants à l'école. Puisque ce n'est pas la science qui nous contrôlait, donc allons apprendre à nos enfants cette même science-là. Et ces enfants-là viendront développer nos pays et ils pourront discuter d'égal à égal à elle. Mais ces mêmes enfants-là, quand ils sont rentrés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Au lieu d'aider Houphouët-Boigny à construire la Côte d'Ivoire, ils ont fait quoi? Ils sont devenus l'opposition. Parce que voilà, la plupart c'était des 68 ans. Je les connais. Ils ont le même profil. Laurent Gbagbo, Moïse Bamba et tous ces gens-là, ces rêveurs-là qui ont lu mai 68, c'est mai 68. Les mélancholistes. Voilà, c'est 68 ans. Voilà, c'est tous des marxistes, mon cher. C'est ça. Ils se revendiquent panafricanistes, mais ils n'avaient que des idées de Marx, de Lénine, mon cher. C'est ça, exactement. Tous ceux-là qui n'étaient pas africains. Tu comprends ce que je veux dire? Si.
donc, j'aimerais dire à la jeunesse africaine, l'indépendance, là, on l'obtient que dans le travail. Exactement. Par le travail. Si on veut être indépendant, que chacun d'entre nous se concentre sur son travail. Et qu'il maîtrise d'abord un domaine, c'est-à-dire la mécanique, l'électricité, la cordonnerie. Tu le maîtrises d'abord. Hein, et puis, tu te disciplines là-dedans, tu l'appliques avec abnégation, avec détermination. Tu vas voir, l'indépendance va venir à toi. Mais si nous, on veut venir à la nage en Europe, parce que nos États ont échoué, et que ces panafricanistes, là, dans leur rêve infini, ils pensent que c'est l'Occident le problème, on restera esclave. Ah oui. Ah oui. Voilà. Donc j'en appelle à la jeunesse africaine. Hein, la seule chose qui libère un peu, hein, je commence d'abord même par les dirigeants. Il faut d'abord commencer par imposer des vrais systèmes de fonctionnement. Exactement. Et un cheminement clair. Il faut que le dirigeant monte une directive claire. Qui soit un exemple, oui. Oufoué a misé sur l'éducation. Ah oui. Et il a réussi. D'abord, il a formé des cadres de qualité. Et l'administration ivoirienne était l'administration la plus efficace d'Afrique francophone. Ok. L'économie ivoirienne était l'économie la plus fleurissante d'Afrique francophone. Mais alors donc, il a réussi. Maintenant, si Bédier avait misé, on va dire, sur la santé et puis l'habitat. Il faut que chacun ait quand même mis sur quelque chose. Mais justement, le problème est que tout le monde a vécu sur les acquis du Houphouët-Boigny qui était le corrompu, soi-disant. Exactement. Jusqu'à présent, on vit sur les acquis du Houphouët en Côte d'Ivoire. Jusqu'à présent, c'est ça. La pole position que la Côte d'Ivoire occupe sur le plan agricole. C'est les acquis du Houphouët, ouais. Ce sont les idées du Houphouët. Il le disait, le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Sur l'agriculture. Pendant qu'il a envoyé les petits Ivoiriens à l'école, il a fait venir la main-d'œuvre étrangère. Oui. Mais c'était un fait par stratège. amour, ouais. Oh là là, c'était un fait stratège. Oui. Alors, donc, des gens assis là, derrière leur caméra, ils parlant de n'importe quoi. Oufouët a vendu. Il a vendu, mais il a fait de la Côte d'Ivoire un pays important dans le monde. Ah oui, c'est une plateforme, la Côte d'Ivoire, une plateforme financière. La Côte d'Ivoire, c'est un pays qui compte. Quand on parle des géants d'Afrique, la Côte d'Ivoire fait partie, alors que c'est un tout petit pays. C'est ça, on est tout petit, on est tout petit. Hein. Alors, il y a des pays qui sont 70 000 fois plus riches potentiellement que la Côte d'Ivoire, mais qui ne comptent pas. La Côte d'Ivoire compte. Parce qu'il y a eu un homme à la tête. Si. Donc, qu'ils s'arrêtent un peu avec cette histoire-là, c'est-à-dire ce discours creux, ce discours de l'échec-là. Hein? Ils vont se réfugier tout le temps dans l'esclavage, machin. Et Gouza, l'humanité est faite de ça. Je vais finir par ça. Il faut que les gens comprennent une chose. La belle chose qu'on a en commun, que moi j'appelle la vie, là, n'a jamais été un havre de paix. Le plus fort a toujours dominé le plus faible. C'est la jungle. Sinon, nous ne voulons plus être dominés, cherchons à être forts. Super. Merci ma belle, et puis je te fais un gros bisou. En tout cas, je t'embrasse très fort, mon frère. C'est magnifique. Merci, c'est beau. Merci, frère. Merci. Bon week-end. Bye bye. Merci, mon frère. C'est tellement de belles paroles. L'humanité a toujours été comme ça. Merci à notre frère Karamoko. L'humanité a été faite comme ça. Si on veut être les plus forts, on travaille, on se met au travail. Et puis voilà, c'est tout. C'est comme ça. Et je pense que je n'ai plus rien à ajouter à ce qu'il vient de dire. C'est tellement beau, c'est tellement joliment dit qu'il n'y a rien à rajouter. Voilà, il n'y a rien à rajouter. Travaillons pour être plus forts. Si on veut compter, si on veut être fort, ce n'est pas le travail que nous pouvons être forts. Et ce n'est pas le travail que nous allons réussir. Quand on prend l'exemple sur la Chine, on prend l'exemple sur le Japon, prenons les exemples concrets. Le concret est devant nous. Aujourd'hui, on est en Côte d'Ivoire, le riz vient de Thaïlande, le riz qu'on doit consommer, que l'Ivoirien doit consommer tous les jours au quotidien, vient de l'Inde. Imaginez, on a la terre. Est-ce que le sous-sol, est-ce que la terre de l'Inde est plus riche que la terre ivoirienne? En Inde, la terre n'est plus riche. C'est une terre qui est très pauvre. Ils sont obligés de remplir la terre d'engrais, de pesticides pour pouvoir cultiver, pour pouvoir cultiver. Alors que nous, on n'a même pas besoin de pesticides pour cultiver. On a une terre qui est riche. Houphouët-Boigny l'a dit, le développement repose sur l'agriculture. On a tout. On a tout à disposition. On n'a même pas besoin aujourd'hui d'acheter des grains. En Inde, là, ils achètent les grains en laboratoire pour pouvoir cultiver chez eux. Parce qu'ils n'ont plus les vrais grains. Je viendrai, on parlera de l'écologie. On parlera de l'écologie parce qu'on est en train de perdre des grains, on ne s'en rend même pas compte. C'est-à-dire qu'il y a des vrais sujets de société qui sont là. On parle de l'écologie et je voudrais en profiter pour saluer le ministère. Je pense qu'il y a un ministère de l'écologie qui est un laitier
qui a été nommé à l'écologie et je trouve très, très intéressant pour qu'on parle de l'écologie aussi sur ces questions politiques. Où l'écologie aujourd'hui, il y a l'écologie politique, mais il n'y a même pas l'écologie politique, doit accompagner l'écologie sociale pour que ça soit vrai et que ça reste un sujet très important pour le développement de la Côte d'Ivoire sur le plan de santé, parce que l'écologie a un rôle à jouer. Travaillons, travaillons simplement. Il n'y a rien à dire que de travailler. Travaillons, on a tout pour réussir, on a tout pour s'organiser. Et notre frère vient de le dire, je vais profiter pour lancer un appel à toutes les personnes qui m'écoutent et je ferai un direct live spécialement là-dessus. Dans chaque région de Côte d'Ivoire, je pense qu'on a 33 régions de Côte d'Ivoire. J'ai ma grande sœur Chanel K qui m'appelle de la Corse, donc je vais la prendre rapidement. La grandesse. Allô, ma grande sœur. Allô? Allô? Oui, ma grandesse, la Corse. Oui, non, je ne sais pas si on m'entend. Moi, je voudrais que tu m'appelles sur mon 01, comme ça, on va bien m'entendre. Je t'entends, on t'entend très bien. Ah, on m'entend très bien. Hein? Très bien, on t'attend parfaitement. D'accord, je voudrais te féliciter comme d'habitude. Hein? Oh, merci, ma grande sœur. Et puis féliciter les deux qui ont parlé, le premier et mon fils Kassim. Oui, Las Dosso et Kassim. Voilà. De ce côté-là, ils ont tout dit. Mais moi, je voudrais revenir sur ce petit gros, ce microbe de Soro Kibafori Guillaume. Voilà. Non, faut même pas qu'on en rigole parce que c'est sérieux. C'est vrai, je suis d'accord, c'est sérieux. On a une crise institutionnelle, c'est vrai. Il dit une chose qui est très intéressante. Le problème, c'est qu'il se croit tellement malin, mais il faut quand même on finisse par faire comprendre à ce jeune homme, il n'est pas le seul. S'il a fait l'université, moi je n'ai pas fait l'université, mais il n'est pas le seul qui est intelligent, mais qui a été à l'école. Quand il confirme, en accusant le ministre de la Justice, le ministre de la Justice, d'empoisonner des prisonniers. En disant que le jeune homme Samba David a été empoisonné. Moi, je veux bien. Je veux bien, et les Ivoiriens veulent bien tout ça. D'ailleurs, je profite pour dire Yako à Samba David et courage qu'il soit sorti et qu'il reprenne les forces. Quand tu confirmes ça, parce qu'il n'y a pas toi seulement qui est vu, parce que les gens t'insultent. Moi, je l'ai vu aussi sur le mur de M. Soro qui m'a fourni. Oui, il a mis sur Twitter, oui. En tant que deuxième représentant de la nation, de l'État. Malheureusement, président de l'Assemblée nationale comme microbe. Donc, je voudrais dire que quand il confirme ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est en train de dire à la nation, devant le monde entier, que tous les prisonniers, les ex-prisonniers qui sont sortis et qui sont morts ont été empoisonnés. Exactement. Ah, c'est une accusation grave contre l'État. Hein. Ça veut dire qu'il est en train de dire aussi et confirmer que ce qui était dit à l'époque, quand Babo était à Korogo, qu'on disait que la peinture qu'il hébergeait dans ses 4 mètres carrés a été empoisonnée, est vrai. Donc, Soro Kibafori Guillaume, comme tu le dis, moi j'interpelle M. Alassane Ouattara, le président de l'Assemblée nationale, le président de la République de Côte d'Ivoire, qui prenne ses responsabilités. Parce que ce que Soro est en train de confirmer est très grave. Ça veut dire qu'il n'y a pas que Samba David, puisqu'il a confirmé en accusant un ministre, donc il n'est pas n'importe qui, le ministre de la Justice. Ça veut dire que des empoisonnements comme ça, il y en a eu. Et il peut en avoir. Ouais. Et il peut en avoir. Ça veut dire que l'empoisonnement de Babo, dont les gens disaient à l'époque, est vrai. Donc, que monsieur le président Alassane Ouattara prenne ses responsabilités. Parce que Soro, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il veut mettre vraiment la Côte d'Ivoire en sang et en feu. Oui, malheureusement. Soro, je ne sais pas qu'est-ce que monsieur le président Alassane Ouattara attend pour enlever ce monsieur. Oui, c'est le destituer de l'Assemblée. Voilà. Destitué de l'Assemblée nationale et le traduit en justice. A-t-il peur de M. Soro? Moi, c'est la question que je me pose. Parce que ce petit jeune homme qui n'a que travaillé, pour ne pas dire, qui n'a que cultivé, je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait à cultiver au campus, qui n'a que pris la machette et après à manipuler les armes sophistiquées pour
tué les Ivoiriens, est devenu ministre sous Babo, ministre sous Ouattara, et maintenant président de l'Assemblée nationale, sous le président Alassane Ouattara, qui continue à prôner la haine, je trouve que ce monsieur doit être immédiatement arrêté. Voilà. On a deux places à qui veut l'entendre. Moi, je ne veux plus qu'il y ait de guerre, je ne veux plus qu'il y ait des Ivoiriens meurent, parce que ce n'est pas les Ivoiriens au-dessus, là, les ministres, les présidents ou bien les députés comme Soro qui meurent. C'est toujours les lambda, nos parents, nos familles. Voilà. Donc, Soro Kibafori Guillaume doit être arrêté. Et moi, je voudrais dire aux Ivoiriens qui rêvent que Soro sera président, là, Soro va tomber quand le moment arrivera comme une orange pourrie que même un oiseau, un corbeau refuse de prendre à terre. Ça, c'est la vérité. Voilà. Soro ne peut pas être président de la République de Côte d'Ivoire. C'est si Soro devait être président de la République de Côte d'Ivoire, ça veut dire que toutes les femmes, puisque pour devenir président et ministre et président de l'Assemblée nationale, il faut prendre la machette. Il faut être rebelle. Ah bah ça. Ce serait un signal, hein? Ce serait un signal pour nos enfants de dire voilà. Tu n'as pas besoin d'aller à l'école, tu prends les armes, tu réussis. On n'aura plus de cœur, on sera comme des animaux, parce que même les animaux, même de fois, sauf d'autres animaux. On voit des panthères allaiter des chats, on voit des panthères allaiter des biches. Ça veut dire que les animaux redeviennent des êtres humains, puis nous, on devient des animaux. Si c'est le cas, nous aussi, on prendra aussi la machette et des armes, on va apprendre à manipuler. Moi, je n'ai jamais manipulé la chose, mais je pense que ça s'apprend très vite. On va l'apprendre aussi pour devenir un jour ministre. Moi, je vais être ministre aussi des animaux, des animaux. Comme j'ai beaucoup des animaux, des enfants abandonnés. Pour qui se prend ce Soro-là, ce voyou, ce manipulateur, ce délinquant, ce malice? C'est ce que j'avais à dire, ma chère. Ma grande sœur, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Je t'embrasse très fort. Tu viens de le dire, donc merci beaucoup à toi. Je t'embrasse. Et puis, on se contacte plus tard. Bisous à toi. Merci bien. Mes amis, donc voilà, la grande sœur Chanelka vient je viens de prendre la Chanelka, j'avais dit 2-3 personnes, donc je pense qu'on a presque terminé. Et comme il s'agit de la crise politique en Côte d'Ivoire, pour conclure et dire au président de la République, comme l'a bien de le dire Chanelka, c'est très grave, et c'est très très grave ce qu'a annoncé, ce qu'a confirmé, ce qu'a affirmé le président de l'Assemblée nationale. Il est le président d'une institution, l'Assemblée nationale, quand même, il est un personnage de l'État, et deuxième ou troisième personnage, même quatrième personnage de l'État, et confirmé comme ça que dans les prisons de Côte d'Ivoire, accusé, mettre en accusation, hein, c'est une accusation directe au ministre de la Justice, dire que dans les prisons de Côte d'Ivoire, que Samba David a été empoisonné dans la prison à Korogo, et que lui, il craint pour Soul to Soul, et il lance un appel à une mobilisation populaire. Donc, il lance un appel même à l'insurrection pour sauver la vie de ce jeune homme. Maintenant, dans la prison dont il parle à la Maka, il n'y a pas que Samba David, il y a Ahmed Sanogo dans la prison là-bas. Il y a Ahmed Sanogo dans la prison. Donc, je ne sais pas c'est quel traitement qu'on fait aux prisonniers. Les prisonniers mangent les mêmes repas. Maintenant, si on empoisonne les prisonniers, ça veut dire que tous les prisonniers qui sont là-bas sont empoisonnés. Puisque c'est le président de l'Assemblée nationale qui le dit. Voilà. C'est le président de l'Assemblée nationale qui le confirme. Ce n'est pas mon cousin Naounou. Pauvre petite femme. C'est le président de l'Assemblée nationale qui le confirme. Ça veut dire dans la prison, tous les prisonniers sont empoisonnés. Étant donné que Samba David a été empoisonné, comme il le confirme, et donc les aliments, la cuisine, je ne sais pas comment elle est faite. Nous, ici en Europe, la cuisine, elle est faite. Tous les prisonniers, c'est comme une cantine. Donc, si on a empoisonné Samba David, que le président de l'Assemblée nationale le dit, ça veut dire ceux qui sont morts dans ces prisons-là, leurs parents même peuvent porter plainte contre l'État de Côte d'Ivoire, étant donné qu'on n'a pas fait d'autopsie pour savoir ils sont morts de quoi dans les prisons. Il y a eu des morts dans les prisons et qui sont sortis en cercueil dans ces prisons-là. Est-ce qu'ils ont été empoisonnés aussi? C'est très grave, hein? C'est le président de l'Assemblée nationale qui le dit. Le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire dit, dans les prisons de Côte d'Ivoire, on empoisonne les gens. Parce que Samba David aurait été empoisonné à Bouaké. Et que lui, il craint pour la vie de son Soul to Soul. Il y a des gens qui sont morts dans les prisons. Est-ce qu'ils sont morts par poison? Le président de l'Assemblée nationale accuse l'État de Côte d'Ivoire d'empoisonner des prisonniers politiques ou des prisonniers des droits communs. C'est une accusation très grave
et que je pense que le président de la République doit s'exprimer. Il doit s'exprimer. Parce que nous, on est qui? Nous sommes des citoyens. Et que nous attendons que le président de la République s'adresse à nous. On veut comprendre ce qui se passe dans notre pays. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a trop de choses qui se disent. Il y a trop de choses qui se racontent. Sur les réseaux sociaux sont une force majeure aujourd'hui. On ne peut pas les nier. J'entends beaucoup de gens qui disent que c'est les réseaux sociaux, c'est les réseaux sociaux. Excusez-moi, hein, Barack Obama a été élu grâce aux réseaux sociaux. Donald Trump a été élu grâce aux réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux ont une force. C'est une force. Si on sait l'utiliser, on peut bien mener des vraies revendications et des vraies luttes sociales. Je parle de lutte sociale, je ne parle pas de lutte militaire ni lutte militaire. Je parle de lutte sociale. On fait revendiquer pour faire bouger les lignes. Donc les réseaux sociaux sont une force majeure. Tout le monde est connecté aux réseaux sociaux. Est-ce que quand tu prends le temps, tu regardes la télévision, tu es sur les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux, c'est une force aujourd'hui. C'est une force même. C'est un contre-pouvoir en réalité, les réseaux sociaux. Si on sait l'organiser et si on sait mener des vrais débats des sociétés, si on sait s'organiser, mener des vrais débats, c'est un vrai contre-pouvoir, les réseaux sociaux. Ça fait bouger les lignes, les réseaux sociaux. Donc, le président de l'Assemblée nationale, qui lui est président d'une autre chambre, qui ne pose pas le problème au sein de l'Assemblée nationale, au sein de l'hémicycle, pour pouvoir ouvrir un débat au sein de l'hémicycle, c'est en dehors de la Côte d'Ivoire, sur les réseaux sociaux, que le président de l'Assemblée nationale vient s'exprimer pour porter une accusation aussi grave contre l'État de Côte d'Ivoire. Parce qu'il dit ministre de la Justice, dit l'État de Côte d'Ivoire. Parce que le ministre de la Justice, c'est un pouvoir judiciaire. Et le pouvoir judiciaire, il est dans la main de l'État. Donc, c'est indirectement, il accuse l'État de Côte d'Ivoire. Indirectement, il accuse l'État de Côte d'Ivoire d'empoisonner les prisonniers dans les prisons. Donc, il y a un problème, et c'est pour ça que je vous parle de crises graves. Il y a une vraie crise politique, il y a une vraie crise au sein des institutions. Et moi, je souhaiterais, en tout cas en tant que citoyen, nous souhaiterons que le chef de l'État puisse s'exprimer et qu'il puisse prendre la parole parce qu'on veut comprendre ce qui se passe. Ce qui se passe est très grave. Il faut que le président de la République prenne ses responsabilités et qu'il les assume en tant que chef des armées et chef de l'État. Si effectivement, dans les prisons de Côte d'Ivoire, il y a des empoisonnements dans les prisons de Côte d'Ivoire, c'est à ouvrir une enquête pour que toutes les alternatives, le président, le chef de l'État, le chef du gouvernement et que le ministère de la Justice en tirent toutes les conclusions de cette affaire-là. Parce que nous, en tant que citoyens, nous avons aussi pour obligation, nous sommes dans notre devoir de citoyenneté, de demander et de savoir ce qui se passe réellement. Il faut ouvrir une enquête, parce que ce qu'il a dit est grave. Si effectivement, dans les prisons de Côte d'Ivoire, on empoisonne des gens, c'est que c'est encore grave, c'est pire. C'est pas normal. On ne peut pas empoisonner les gens dans les prisons. Et le président de l'Assemblée nationale qui affirme ce genre de choses, c'est grave. C'est grave. Il a l'Assemblée nationale pour s'exprimer, l'Assemblée nationale pour demander une enquête, l'Assemblée nationale pour mettre en place une commission d'enquête. Ça, c'est son rôle de chef du président de l'Assemblée nationale. Mais il laisse tous ces outils républicains, ces outils démocratiques dont il a sa possession, c'est sur les réseaux sociaux, comme nous autres là, c'est ici, il vient s'exprimer pour porter une telle accusation à l'encontre du président, du chef de l'État, donc de l'État de Côte d'Ivoire. Il accuse l'État de Côte d'Ivoire d'empoisonnement. Et c'est en dehors de la Côte d'Ivoire et sur les réseaux sociaux. Aux yeux du monde entier, M. Guillaume Soro accuse l'État de Côte d'Ivoire d'empoisonnement. C'est très grave, c'est une vraie crise politique, c'est une crise institutionnelle et c'est au chef de l'État d'en tirer toutes les conséquences, d'en tirer toutes les conclusions et de prendre pleinement sa responsabilité face à de telles accusations. Parce que c'est lui qui est mis en cause dans cette affaire-là, pas le président de l'Assemblée nationale. La dernière fois, c'était au Canada, où le président de l'Assemblée nationale, dans ses discours, dans un entretien avec la diaspora ivoirienne au Canada, il a accusé le RHDP, le PDCI et le RDR de vouloir l'assassiner. Aujourd'hui, il parle d'empoisonnement. Il faut prendre les responsabilités pendant qu'il est temps. Il faut prendre vraiment la responsabilité pendant qu'il est temps. Mes amis, à vous tous, voilà le message que je voulais apporter. En tout cas, voilà le message. Acheminez le message, partagez la vidéo, acheminez le message pour que nos autorités puissent comprendre ce qui se passe réellement dans le pays et puis ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Parce que ne croyez pas le président de la République, il y a tout un réseau sur les réseaux sociaux, ils savent tout ce qui se passe, tout ce qui se dit. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. Je voulais remercier les 3 intervenants. Las Dosso, je le remercie beaucoup. Merci frère. Remercier Kassim Karamoko. Merci pour l'intervention. Merci à ma grande sœur Chanelka. Merci à tout le monde. Je vois ma princesse Massaoudjé
Silla, ma princesse Silla qui est là. Mon frère Diaby Moussa. Dienoubou Ouattara, merci. Merci à tous, merci à tout le monde. Je suis en train de vous lire au fur et à mesure. Je lis tout le monde. Merci à tous. Merci pour tous ceux qui se sont connectés et qui ont partagé mon analyse, qui ont partagé la vidéo avec moi. Merci à ceux qui ne sont pas d'accord avec mes analyses, mais qui, j'espère, vont apporter une contradiction. Merci à ceux qui n'apportent pas de contradictions et qui viennent quand même avec des injures. Je prends tout ceci avec beaucoup d'autodérision. Merci à tous. Excellent week-end à tous. Et on se voit très, très bientôt d'ici mercredi. Je vous embrasse, mes princes et mes princesses. Merci à toute la Côte d'Ivoire et que nous prions tous, chacun, quelle que soit sa croyance religieuse, prions pour notre pays, la Côte d'Ivoire, afin qu'on puisse plus sombrer dans ces 10 années de crise qui ont secoué la Côte d'Ivoire et qui ont retardé notre pays, la Côte d'Ivoire. Comme l'a dit Kassim Karamoko, nous continuons de vivre sur les acquis de Nana Félix Houphouët-Boigny. Retenons le message de Félix Houphouët-Boigny. La paix n'est pas en 20 mots, c'est un comportement. Que chaque citoyen de Côte d'Ivoire ait ce comportement de paix dans l'intérêt de la nation, dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire et pour l'avenir de nos enfants et pour la prospérité de la Côte d'Ivoire. Merci à tous. Je vous dis à mercredi prochain. Bye bye. Ciao. Merci. Salut. Bye. Mm. Mm. Ok. Bon. Je lis au fur et à mesure. C'est lent là aujourd'hui. Hein. C'est qui ça encore? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Qu'est-ce que c'est que ça? Et pourquoi ça met